Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, l'émission sportive dédiée au football africain, maghrébin et international. Je vous rappelle qu'il est possible de nous suivre sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Nous allons parler aujourd'hui des tirages au sort de la Coupe du Monde 2022, donc qui va se dérouler au Qatar, le tirage au sort qui a eu lieu ces derniers jours, hein. Donc on va pouvoir faire un point groupe par groupe. Nous allons également parler de l'Algérie. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Maître Elachi. Bonjour. Bonjour. Merci On est d'accueillir. avec notre chroniqueur et spécialiste du football tunisien, Raïd. Bonjour. Bonjour Anis, bonjour à tous. Et Tarek, agent de footballeur professionnel. Bonjour Tarek. Bonjour à tous, bon ramadan pour ceux qui le font et qui nous suivent. De même. Donc, nous allons parler de la Coupe du Monde. Et juste avant cela, l'Algérie. L'Algérie qui avait perdu son match retour face aux Camerounais. Qu'il a perdu suite à un but qui est arrivé aux prolongations. 2-1. Et on veut savoir aujourd'hui ce qui va se passer parce que l'Algérie a demandé un recours à la FIFA. Maître Elachi, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce point? Oui, écoutez, de manière, j'ai envie de dire, très simple, hein, sans rentrer dans le détail. Effectivement, l'Algérie a la possibilité, en tout cas la Fédération algérienne de football a la possibilité de saisir la FIFA et de contester le résultat. Donc il y a des procédures qui sont initiées. Là, en l'état, j'ignore si c'est le tribunal du football qui a été saisi, organe juridictionnel interne de la FIFA, ou si c'est le tribunal arbitral du sport. Petite parenthèse, savoir que le tribunal arbitral du sport n'est pas compétent pour statuer sur les questions qui sont relatives aux règles du jeu. En l'état, la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est le communiqué de la Fédération algérienne de football, et ça nous permet d'avoir quelques éléments de compréhension sur le recours et la façon dont il est articulé, notamment sur ses fondements. Alors, ce qui est contesté, c'est la décision arbitrale de M. Gassama. C'est-à-dire qu'on considère que les décisions, elles ont été tellement litigieuses qu'elles ont remis en question le résultat normal du match, nonobstant l'aléa sportif. Alors là, c'est une vraie question qui est posée, puisque la FIFA, et en tout cas les organes juridictionnels de la FIFA, n'ont pas l'habitude de revenir sur des matchs, c'est-à-dire de faire rejouer des matchs, parce qu'il y a l'aléa de l'arbitrage, c'est-à-dire une erreur de l'arbitre, ou bien un élément qui n'aurait pas été pris dans le jeu en compte par ce dernier. Le seul élément de recours que pourrait avoir éventuellement l'Algérie si elle souhaitait rejouer le match, et rien n'est moins sûr, ce serait qu'elle rapporte la preuve, une preuve extrêmement compliquée à rapporter, qu'il y aurait eu corruption. D'accord ? On a un précédent qui s'était Alors, déroulé. ont-ils des preuves aujourd'hui, les Algériens ? Alors là, en l'état, moi, je ne suis pas le conseil de la Fédération algérienne de football, donc je ne peux pas répondre à cette question. Il n'y a que le conseil de la Fédération algérienne de football qui pourrait répondre à cette question. Moi, je peux strictement me baser sur le communiqué de la Fédération algérienne de football. Donc moi, je me base sur des libellés qui sont officiels, et non pas ce qu'on peut lire sur Twitter, ça et là. Et la Fédération algérienne, dans son communiqué, elle est extrêmement claire. Elle dit que M. Gassama, avec les décisions incompréhensibles qu'il a prises, à l'aune de ce que pensent les Algériens, ces décisions ont faussé le résultat. Et que par conséquent, il demande à rejouer le match. Maintenant, moi, je considère que d'un point de vue du fondement légal, c'est strictement insuffisant. Et la seule possibilité éventuelle, et encore une fois, ça n'est pas une garantie, mais c'est le fondement, la pertinence de l'argument, ce serait que l'Algérie, en tout cas la Fédération algérienne de football, rapporte la preuve d'une corruption évidente. Et là, en l'état, ni la Fédération algérienne de football, ni des officiels n'ont communiqué sur ce point. Alors, d'après les dires des médias algériens ou encore ceux qui entourent le football algérien, on parle de preuves concrètes sur des échanges qui auraient pu avoir eu lieu entre Gassama et Samuel Eto'o. Raïd? C'est ce qu'il se dit maintenant. Est-ce que ce n'est pas juste de la propagande des médias algériens ? Aujourd'hui, je pense d'un point de vue personnel, je pense que s'il y avait eu vraiment des preuves concrètes, elles seraient sorties depuis quelques jours déjà. Visiblement, certaines personnes nous disent que ça sortira dans les prochaines semaines. Donc à voir. Après, honnêtement, pour moi, je pense c'est déjà perdu d'avance. Je pense qu'à un moment donné,
malheureusement des matchs avec des erreurs d'arbitrage, surtout en Afrique. Il y en a tous les week-ends. C'est ce à que la j'allais limite. dire. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que Tarek, on a beaucoup de, enfin, il y a eu beaucoup de matchs où l'arbitre a été remis en question. Bien Et sûr. c'est pas Et pour j'en cela que parlais- ça a été rejoué. J'en parlais dans l'émission précédente, notamment à Tunisie, Guinée équatoriale, en Coupe d'Afrique, 2015. devant les yeux du monde entier, entre guillemets, en tout cas ceux qui suivent la Coupe d'Afrique. C'était clairement, on l'a vu clairement que l'arbitre avait choisi son camp. Mais maintenant, comme dit Maître Elachi, maintenant il faut pouvoir le prouver qu'il y a corruption. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de le prouver aujourd'hui. Maintenant, il y a des rumeurs qui disent que la fédération algérienne ou de tierces personnes a des preuves concrètes et factuelles concernant cette corruption-là. Donc un échange de mallettes. Mais j'ai vu quelques photos qui tournent dans les réseaux sociaux, on voit rien, quoi. C'est du brouillard. Oui. Oui, moi, pour rebondir sur ce que dit Tarek, effectivement, l'exemple de Guinée équatoriale, Tunisie 2015 est plus qu'intéressant, puisque la Fédération tunisienne de football avait effectivement initié un recours considérant que le pénalty qui avait été attribué était un pénalty qui était la preuve criante d'une corruption. Et au final, la Fédération tunisienne de football n'a pas été en capacité de rapporter cette preuve, et donc elle a dû retirer son recours. Et derrière la FIFA, ce qu'elle a fait très simplement, c'est qu'elle a mis à la retraite cet arbitre. Mais encore une fois, rapporter la preuve, là, ce ne sont que des allégations. Une allégation, ça n'est pas une preuve. Et là, en l'état, en tout cas... Le délai qu'ont les Algériens pour apporter les preuves concrètes pour rejouer ce match sont de alors combien s'ils vont devant le tribunal, du sport, la requête c'est 21 jours. Ils ont 21 jours pour pouvoir initier leur requête. Cette requête elle est enregistrée. Alors d'abord il y a des éléments de procédure. Il faut que la requête elle soit recevable. D'abord qu'elle soit adressée dans les délais. Alors on a pu voir que parfois la FIFA c'était pas très clair. Par exemple pour le match Afrique du Sud Ghana au tour préliminaire d'avant le barrage. On a opposé à la Fédération sud-africaine de football qu'elle avait adressé son recours trop tard, soit après le match. Et donc, supposément, c'était une règle nouvelle qui arrivait de nulle part. Bien sûr. Et supposément, il devait faire le recours avant. Mais en tout cas, les textes pour le tribunal du football, c'est 21 jours. Il y a un filtre. D'abord, on regarde la recevabilité, le critère du délai. Ensuite, on regarde si la question a déjà été tranchée, puisque la FIFA peut aussi trancher sur cette question. Et puis, enfin... les parties vont s'échanger leur mémoire, ou en tout cas leur argumentation respective, et puis il y a une décision qui est prise. Donc là, ils sont tout à fait dans les délais, puisqu'ils l'ont fait relativement rapidement après le match. D'accord, très bien. Après, le problème qui est présent dans cette affaire, c'est l'arbitre, c'est Bakary Gassama, qui était aussi dans ce fiasco de la finale de Ligue des Champions entre l'Espérance et le WAC. C'est lui qui a arbitré à ce moment-là. 2019. Aujourd'hui, se retrouve encore dans une nouvelle affaire. Je pense qu'à un moment donné, va falloir peut-être se mettre sur le dossier Gassama, parce que c'est pas la première fois qu'il se retrouve dans des entourloupes, je dirais, de matchs. Donc maintenant, concernant, on va essayer de se mettre du côté de la FIFA. Quand je vois que l'Égypte, par exemple, aussi envoie un recours pour racisme... c'est pas les mêmes faits, hein. On est sur deux choses Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on fait des recours un petit peu pour tout et n'importe quoi, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on essaie de peut-être profiter des lois. Alors, je les connais pas, je suis pas spécialiste, mais quand on voit que le Mali, ils ont envoyé un recours pour un hors-jeu face à la Tunisie au barrage, quand je vois que les Égyptiens, aujourd'hui, envoient un recours pour racisme dans le stade, et qui fait apparemment dans les textes FIFA, quand il y a racisme, il y a possibilité de rejouer un match ou de gagner sur tapis vert. Je pense qu'aujourd'hui, la FIFA doit régler certaines choses sous peine de se retrouver avec plein d'affaires sur le dos, et qu'au final, à mon avis, elle aura du mal à les gérer, et qu'au final, elle donnera aucun retour, comme ce qui s'est passé entre l'Afrique du Sud et le Ghana, où bizarrement, il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a pas eu de suite, alors que clairement, il y avait quand même... il y avait quand même une grosse erreur d'arbitrage qui a privé les Sud-Africains d'un barrage. C'est des choses courantes en Afrique, ça, Tarek. Hein. Mais on en a un peu moins en Europe, quand même. Je reviens à ce que je disais l'émission précédente. Après, c'est des jeux d'influence. En Afrique, on ne peut pas dissocier le football à la politique. Et voilà, il y a certaines fédérations et certains présidents qui pèsent plus que d'autres.
Et c'est comme ça, et ça fait partie du jeu du football, en tout cas en Afrique. Après, en Europe, oui, on a moins ce genre de situation. Mais attention, on le voit plus en Coupe du Monde pour les équipes européennes. Il y a certaines équipes, notamment l'équipe de France, qui sont plus avantagées que d'autres équipes. On l'a vu. Et ça, c'est des jeux d'influence. Face le Maroc qui a subi, on va dire, des erreurs d'arbitrage durant la Coupe du Monde 2018, notamment face au Portugal ou même face à l'Espagne, même s'il n'y avait plus d'enjeu sur ce match-là. Donc, ce qu'il dit Tarek, c'est assez pertinent. On était en revenu aussi du Brésil-Norvège qui s'était arrangé pour sortir le Maroc en 98. Plus loin que l'Algérie qui avait été lésée entre le match Allemagne-Autriche. On a une Coupe du Monde au Qatar, donc je pense que, à mon avis, les enjeux économiques sont très importants. C'est peut-être la bonne pour les équipes africaines. Je pense, ouais. En tout cas, pour les équipes, je pense, entre guillemets, arabes, je pense qu'elles seront peut-être pas plus avantagées, mais qu'elles seront au même niveau que les autres équipes au Qatar. Après, ça reste mon opinion personnelle. Après, je voudrais poser une question vraiment à Maître Elachi. Clairement, aujourd'hui, y a-t-il un espoir pour nos amis algériens d'avoir une issue favorable? Alors, encore une fois, on ne parle pas d'espoir en droit, on parle de chance de prospérer d'une action. Donc, est-ce que le recours de la Fédération algérienne de football a des chances de prospérer? En l'état, au regard de ce que je viens d'indiquer, il n'y a que des allégations. Donc, si il ne s'agit juste, in fine, de remettre en question que l'arbitrage, c'est-à-dire une faute technique d'un arbitre qui n'aurait pas vu, ça, c'est l'aléa du sport. Donc, moi, ça me paraît plutôt compromis. En revanche, si par extraordinaire, la Fédération algérienne de football rapportait la preuve de ces allégations, là, on basculerait dans autre chose, donc dans une corruption. Et juste d'un mot pour terminer sur l'Égypte. Les Égyptiens ont peut-être été plus subtils, sachant qu'ils ne pouvaient pas aller sur le terrain de l'aléa du jeu. Ils sont allés sur l'éthique, ils sont allés sur le racisme, qui sont des valeurs fortes pour la FIFA. Et là, effectivement, tu as raison, Raït, l'équipe est exclue du tournoi si le racisme est avéré. Et puis au-delà de ça, peut-être que la fédération égyptienne a tout simplement plus d'influence à la CAF que son siège déjà. Elle a son siège déjà, le siège de la CAF. Alors moi, je ne peux me baser que sur des éléments de légalité. Parce qu'encore une fois, les influences, là, on est dans le cadre de la politique, c'est très compliqué à mesurer. C'est toujours facile de dire tel pays a telle influence, tel pays a telle influence, et de rapporter la preuve de cette influence à l'aune des résultats qu'on voit ou des décisions qui peuvent nous paraître choquantes, voire complètement iniques. Mais du point de vue de la stratégie juridique, les Égyptiens, en allant sur le racisme, ils évitent de se voir retoquer sur une question d'aléa sportif. Et en ce sens, c'est plus subtil. Ouais. Maître, d'après les Algériens, il y a des preuves donc d'enregistrement audio ou autre. Si, pour leur plus grand bonheur, on arrive à avoir ces enregistrements, c'est fait. Est-ce que la question de rejouer ce match peut réellement se poser? Si on arrive à avoir ces preuves-là, parce qu'il y a le terrain et il y a le en dehors du terrain. Ce sont deux choses totalement différentes. Alors, rejouer le match, moi, ça me paraît compliqué. Moi, je pense qu'il y aurait plutôt une décision qui serait cohérente. C'est-à-dire que s'il y a tricherie, eh bien, il faut emporter les conséquences de la tricherie. Et à ce moment-là, c'est l'Algérie qui remplacerait ipso facto le Cameroun. Mais rejouer un match, et puis en plus de ça, d'un point de vue sportif, il y a aussi un aléa. On peut imaginer une hypothèse farfelue, mais qui n'est pas si farfelue que ça. C'est que la FIFA fasse rejouer le match et que l'Algérie perde à nouveau le match. Aussi, Ou bien qu'elle rejoue le match et qu'on ait à nouveau des problèmes d'arbitrage soulevés par les uns et par les autres. Et donc, c'est une histoire sans fin, effectivement. Entendu. Dernière question, et puis on va passer au tirage au sort. Ça pose l'arbitrage africain aujourd'hui. On en est où? On en a parlé à Aliou Cissé, il en a parlé dernièrement pour défendre justement. Aliou Cissé qui a pris. Qui a gagné la Coupe d'Afrique et pourtant qui a gagné la Coupe d'Afrique et qui est du côté de Belmadi et qui dit qu'aujourd'hui l'arbitrage africain n'est pas à la hauteur. C'est un constat qu'il fait. Je pense que c'est un constat. Je pense que c'est pas pour défendre, même si c'est son ami, ils ont grandi ensemble. Djamel Belmadi, le sélectionneur actuel, en tout cas pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, le sélectionneur actuel de l'équipe nationale d'Algérie. Maintenant, lui, il fait un constat. Je pense que lui aussi, il a ce regard de l'extérieur parce qu'il a vécu et grandi en France. Et il fait un constat qu'aujourd'hui... mais l'arbitrage même, parce qu'il faut dire même, je ne vais pas dire mondial, mais l'arbitrage en général, on le voit aussi en Ligue 1 où l'arbitrage est critiqué.
on va dire que l'arbitrage de manière générale, aujourd'hui, il est quand même pointé du doigt, et encore plus en Afrique, parce qu'en Afrique, c'est tellement flagrant sur des matchs que aujourd'hui, on connaît pas la solution, on ne la trouve pas. Bon, sur les 5 matchs de ces barrages zone Afrique, on a quand même eu on a eu des arbitres qui ont fait plutôt des bons matchs, hein. On pense à l'arbitre qui a fait Nigeria-Ghana, le Tunisien. Oui, après, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Tarek, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années, le Sénégal aussi avait rejoué un match, c'était un match de qualif de Cannes. Et je sais plus c'était pourquoi le problème. Il y a eu une erreur d'arbitrage donc qui a été claire. Donc je pense qu'Aliou Cissé, bon vieux souvenir de cette histoire, a voulu taper du poing sur la table. Il faut le dire aussi qu'il est très proche de Belmadi, puisqu'ils viennent de la même ville, Bien sûr. de Champigny-sur-Marne. Donc ils ont le même âge, ils sont de la même génération. Donc je pense qu'il a aussi pu ressentir la frustration qu'a eu le coach algérien durant ce match. Maintenant, oui, comme tu le disais, dans l'ensemble, durant ces barrages, sur les 5 matchs. Franchement, j'ai vu des bons arbitres, Oui, il y a eu notamment des bons l'Algérien, M. Bien sûr. Gorbal, et Victor Gomez contre durant le match entre le Congo, RDC et le Maroc en match aller. Il y a eu des bons arbitres. L'arbitre sénégalais aussi du match Tunisie-Mali, il a été bon. Sur le but, pour revenir aussi sur ce fait de jeu, il y a hors-jeu de position pour les Maliens, parce que les Maliens se sentent aussi un peu rappelons qu'il y lésés. avait la VAR lors de ce match. Il y a eu la L'arbitre, VAR. C'est vrai qu'on peut reprocher à l'arbitre de ne pas avoir vérifié, parce qu'il a pris une décision rapide et il n'est pas revenu dessus. Après, quand on revoit vraiment les images, il y a hors-jeu de position, hein. C'est clair, il n'y a pas de polémique sur le but. Donc pour moi, dans l'ensemble, dans ces barrages, franchement, il y a eu des bons arbitres. Honnêtement, on crache. En général, on a eu des bons arbitres. Honnêtement, franchement, sur ces barrages, bon, malheureusement, il y a eu ce match Algérie-Cameroun qui a un peu terni ce résultat. Mais honnêtement, j'ai été satisfait de la prestation des arbitres africains durant ces barrages. Très bien. On va être fixé assez rapidement, Maître Elachi. Écoutez, il faut attendre effectivement ce délai, donc ça dépendra de la période à laquelle l'affaire va être audiencée. Là, ça devrait être plutôt relativement rapide, et puis la FIFA donnera une décision en tout état de cause avant le Mondial 2022. Juste un mot sur cette question de l'arbitrage. Vous savez, on parle souvent de corruption, et puis la corruption, elle n'a pas la même teneur, elle n'est pas exactement la même selon qu'on soit sur un continent, sur un autre. Donc le football ne saurait y échapper. Le continent africain et un continent qui est plus corrompu que le continent européen ou nord-américain. Et donc, par effet mécanique, l'arbitrage, c'est exactement la même chose. Donc, on ne peut pas y échapper. En revanche, il y a une chose, c'est que l'arbitrage, il progresse quand même, mine de rien, en Afrique. Comme le niveau des joueurs s'est nivelé par le haut, ça a progressé, pour l'arbitrage, c'est aussi la même chose. Après, selon qu'on soit supporter d'une équipe ou d'une autre, Bien sûr. on va faire une interprétation sur la VAR. Juste d'un point de vue technique, les arbitres ont considéré que pour les buts litigieux, en tout cas du côté algérien, c'était des buts qui devaient être annulés. C'est-à-dire que le duel où on a Aïssa Mandi avec un défenseur camerounais, il y a des arbitres qui considèrent que ils se tiennent tous les deux par le col, ils se poussent respectivement. Le défenseur camerounais un peu plus costaud, il pousse Mandi, il le percute. Et idem pour le bras. Après, je crois que sur cette action de jeu, justement, on reproche à Bakary Gassama de ne pas avoir vérifié avec la VAR. C'est-à-dire que lui aussi, il a pris sa décision et il n'a pas cherché à voir la VAR. C'est ce qu'on reproche. C'est ça. C'est Contrairement au but de Slimani, où là, ça. il est parti voir la VAR parce que... Ça, c'est le vrai problème, c'est l'application homogène de la VAR. Exactement. Donc, il y a une discrétion qui est donnée à l'arbitre. Lui, il peut considérer... Parce que la VAR, il y a aussi des arbitres qui sont derrière les écrans. Exactement. Donc, soit il se fie à ce que disent ses collègues, parce qu'ils font des réunions techniques avant le match, etc., et il considère qu'il n'a pas besoin d'aller vérifier à la VAR, soit il a besoin de se forger sa propre opinion. Et puis parfois, il y a des décisions qui sont favorables données par la VAR et qui deviennent défavorables une fois qu'elles ont été checkées par l'arbitre. Mais effectivement, c'est l'inéquité qui a pu et c'est vrai que franchement, sans prendre parti, c'est vrai que durant ce match, on a beaucoup vu l'arbitre gambien ne pas aller voir la VAR quand il y avait des fautes des éventuelles fautes sur les Algériens, notamment un penalty qui aurait pu siffler pour Belaïli. C'est ça qui paraît bizarre, on va dire, dans ce match, c'est que vraiment Gassama n'a pas voulu voir la VAR
quand il y avait possibilité d'avoir faute sur un joueur algérien. Ce qui est étonnant, Tarek, c'est que d'habitude, ce genre de péripéties, si je puis dire, c'est plutôt sur le terrain, ça aurait été au Cameroun. Là, on était quand même à l'extérieur pour le Cameroun, en faveur du Cameroun. Et c'est pour ça que, comme j'en parlais dans l'émission précédente, il y a aussi ce jeu d'influence. Mais on a un avocat qui est juste ici. Et c'est vrai que l'influence, ça ne se mesure pas. Juridiquement, ça ne se mesure pas. Donc, moi, après, c'est mon opinion personnelle. Et je pense qu'on le sait très bien, plus ou moins tous. Voilà, il y a certains pays... Quand tu parles d'influence, c'est quoi concrètement, c'est Eto'o qui influe sur l'arbitre, c'est ça? C'est Eto'o qui met la pression On va dire que la fédération, la FECAFOOT, la fédération camerounaise de football, aujourd'hui, du point de vue continental, pèse plus que la fédération algérienne. D'ailleurs, pourquoi, et ça je l'avais précisé à l'émission précédente, pourquoi Zetchi, justement, on l'avait prié de démissionner et de partir parce qu'à un moment donné, il y avait des places qui se distribuaient au niveau de la CAF et il n'a même pas pu tenir un siège au niveau de la CAF. Quand on voit le président de la fédération du Djibouti qui est vice-président de la Mauritanie, également celui de la Côte d'Ivoire, Anouman et Senghor du Sénégal qui sont en place, auprès de Motsepe, le président de la CAF, il y a de quoi s'interroger. Voilà, on sait que l'EGJA a quand même une influence au niveau du football marocain et même au niveau du football continental. On le sait très bien, il est d'ailleurs même ministre des Finances, je crois, au Maroc. Voilà, c'est quelqu'un qui pèse, autant politiquement que financièrement. Et ça, on peut pas, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas le renier. C'est qu'il y a certains pays, et je prenais l'exemple, avec tout le respect que j'ai, la fédération du Burundi ne va pas peser plus que la fédération égyptienne, par exemple, aujourd'hui, sur la table. Donc s'il y a une décision à prendre, elle va aller naturellement en faveur de l'équipe égyptienne plutôt que l'équipe burundaise. C'est naturel, en fait. Bien sûr. Ouais. Doit-on faire arbitrer les matchs importants sur notre continent par des arbitres européens, maître, à votre avis? Là, c'est une question qui est purement sportive. Moi, je suis contre, personnellement, parce que ça a été le cas pendant de très nombreuses années en Afrique. Moi, je me rappelle notamment des derbies en Tunisie entre l'Espérance sportive et le club africain, où c'était des arbitres étrangers. Colina qui était venu arbitrer. Monsieur Colina, plus près de nous, Monsieur Sars. Alain Sars. Voilà, Alain Sars, oui. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà, qui venait arbitrer. Donc non, je pense qu'il faut laisser les Africains arbitrer. Après, les questions d'influence, on a la même chose en Europe. Les grandes équipes, pour ne pas les citer, elles sont toujours mieux arbitrées Après, à domicile. On a eu une coupe arabe où justement on a invité des arbitres des quatre coins du monde. Je trouve que ça s'est super bien passé. Et que moi, honnêtement, je suis pour. Parce que, alors certes, comme le disait Maître, les arbitres, mine de rien, progressent en Afrique. Mais je pense qu'il y a certains matchs, comme les barrages, des matchs, on va dire, haute tension, où pourquoi pas la CAF devrait faire appel à des arbitres européens ou sud-américains ou asiatiques. Comme le disait Maître, je me rappelle une époque où les qualifs de Coupe du Monde Jeune Afrique étaient arbitrés par des arbitres asiatiques, chinois ou japonais. Donc pourquoi pas? Je trouve pas que c'est un recul en fait envers le football africain. Je pense que c'est juste pour éviter justement ce genre de problème qui se passe aujourd'hui actuellement dans le foot africain. Donc pourquoi pas? Moi en tout cas je serais pas pour. C'est surtout que c'est un problème qui date qui dure depuis très très longtemps, le problème d'arbitrage. Bon, après, c'est vrai que faire appel, beaucoup le verront ainsi, c'est-à-dire que faire appel à des arbitres européens peut aussi minimiser un peu notre football sur notre continent. On a besoin aussi de... Oui, mais parce qu'aussi, par exemple, là, je vais revenir sur les barrages. Aujourd'hui, il y a 5 barrages, donc on va dire qu'il y a entre 5 et 10 arbitres qui ont arbitré ces matchs-là. Mais le problème, c'est que l'Afrique, c'est immense. Il y a 55 pays environ, et qu'au final, on ne peut pas se permettre d'avoir que entre 5 et 10 bons arbitres. C'est ça le problème. Quand on assiste à la Coupe d'Afrique, on voit très bien qu'il y a des erreurs absurdes. On l'a vu notamment en Tunisie-Mali, l'arbitre qui siffle la fin du match 10 minutes avant, alors que c'est censé être un arbitre de renom en Afrique, Jika Zoé. Donc le problème qui se pose en Afrique, c'est qu'on n'a pas assez de quantité. Donc il y en a 5 ou 6 ou 7 qui sont très bons, sauf que ça suffit pas. Il y a tellement de matchs en Afrique, il y a tellement de championnats, il y a tellement il y a les coupes africaines, il y a la CAN qui est tous les 2 ans. Donc forcément, nous, ça, on va le ressentir en fait.
Mais là, pour le coup, pour les barrages, il n'y a que 5 matchs, donc on ne le ressentira pas. Justement, on fait appel à ce qu'il y a de mieux en Afrique. Bien Sauf que si ça en découle sur les championnats, etc., c'est là qu'on voit les vrais problèmes. Exactement. Bon, on va tourner la page de l'Algérie en espérant que leur recours va... Prospérer. Exactement. On va passer au tirage de la Coupe du Monde. Donc, tirage de la Coupe du Monde qui a eu lieu récemment. On a 8 groupes, plutôt homogènes. On n'a pas vraiment un groupe de la mort, hormis celui de l'Espagne et l'Allemagne, deux grosses équipes, deux grosses nations dans le même groupe. On va commencer par le groupe A, donc c'est le groupe du pays organisateur. Qatar, Pays-Bas, Sénégal, Équateur. Donc un groupe qui verra pour la première fois le Qatar ne pas jouer le match d'inauguration. Hein. Ce sera Sénégal. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bah, ça a été idem à la Coupe arabe. Hein. Ouais. C'était la Tunisie qui avait. Mais pour la Coupe du Monde, c'est nouveau. Hein. C'est nouveau. C'est D'habitude, c'est toujours le pays organisateur qui joue le premier match. C'est une question d'horaire, je sais pas. Peut-être que. Oui, peut-être. Certainement. Après, j'ai pas plus C'est d'infos que ça, particulier en mais tout cas. voilà. Oui, voilà. Qatar, Pays-Bas, Sénégal, Équateur. Bon, on va commencer par toi, Raïd. Que penses-tu de ce groupe? Bah, un groupe extrêmement homogène, donc. Un peu à l'image de tous les groupes. Hein, Ouais, puis on va forcément, là, il y a une équipe africaine qui est le Sénégal dans ce groupe. Je pense qu'aujourd'hui, concrètement, toutes les équipes ont leur chance de se qualifier. Aujourd'hui, on voit l'Équateur qui sont derrière le Brésil et l'Argentine dans les groupes d'Amérique du Sud. C'est une très bonne équipe, l'Équateur. Le Qatar, de ce que j'ai vu à la Coupe arabe, malgré leur élimination face à l'Algérie, franchement, c'était du beau jeu. Donc, ils ont un entraîneur qui était un ancien de la Masia, un espagnol. Le Sénégal, bon, on connaît bien le Sénégal. Bon, pas besoin de présenter la Hollande. Je trouve qu'il y a... Bon, la Hollande, on va les mettre quand même favoris dans ce groupe. Après, pour la deuxième place, je pense que c'est extrêmement ouvert. Je vais donner quand même une chance en plus pour le Qatar, qui est pays organisateur, qui sera forcément avantagé. Le Qatar devant le Sénégal? Oui, moi ça me surprendrait pas, honnêtement, ça me surprendrait pas de voir le Qatar devant le Sénégal. Parce qu'il joue à Sénégal, pour moi, domicile. parce qu'il joue à domicile, et puis pour moi le Sénégal, voilà, on en parlait à la dernière mission. Voilà, le Sénégal c'est des fortes individualités, mais dans le jeu, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Dans le jeu, le Qatar, c'est quand même pas mal, c'est super intéressant. On l'a vu à la Coupe arabe. Notamment durant le quart de finale où ils mettent un 5-0 face aux Émirats, les Émirats qui vont jouer justement leur barrage face à l'Australie. Pour moi, ça me surprendrait pas de voir le Qatar finir deuxième du groupe, quand on sait aussi que voilà, quand on joue à la maison, on est forcément avantagé sur certaines choses. Le Qatar qui a joué à la maison lors de la Coupe arabe, qui se fait éliminer en demi-finale et qui remporte la 3e place face à l'Égypte au penalty. Les Émirats, bon, ils gagnent 5-0 certes, mais bon, ça reste les Émirats. Face à l'Algérie, une équipe bis d'Algérie, ils ont perdu le Qatar, Tariq. Oui, en rajoutant 12 minutes d'arrêt de jeu. D'ailleurs, on a oublié de parler de ça dans les faits un autre d'arbitrage. fait, Exactement ça. Et Ils ont rajouté 12 minutes d'arrêt de jeu et c'était flagrant. Hein. On voyait que l'arbitre, à un moment donné, voulait pousser pour que. Bon, ils le qu'ils feront puissent pas ça à la égaliser. Coupe du Monde, hein, je ne pense pas. Ça va être un peu compliqué. Après, pour revenir sur le groupe, c'est, comme on le disait, c'est assez homogène, mais surtout, il y a pratiquement tous les continents qui sont représentés. On a l'Afrique, on a l'Asie avec le Qatar, l'Amérique du Sud avec l'Équateur, et l'Europe avec les Pays-Bas. Donc, ça va être... c'est des différences de jeu vraiment flagrantes, parce que voilà, on connaît plus ou moins les qualités de chaque équipe. Et ça va être marrant de regarder ce groupe-là, parce qu'on connaît les Équatoriens qui ont la grinta, qui est un jeu Très qui va physique, très je trouve. vite, à l'avant. On a le Qatar qui joue bien au football, mais qui physiquement est un peu plus bas. On a le Sénégal qui allie un peu la technique et la puissance. Bien Et sûr. on a l'Europe qui réunit à peu près, avec les Pays-Bas, toutes ces qualités. Donc ça va être un groupe intéressant, je pense. Après, je voulais revenir sur ce que disait Anis. Le Qatar a quand même affronté une équipe algérienne où il y avait quand même des titulaires. Hein. Tu avais Badran de titulaire, Ben Ayada qui ont joué le match face au Cameroun, Belaïli, tu avais Bounedja, Oui, bon, il y il avait manquait quand même. Raissemboli. Il manquait Mahrez, certains il joueurs. manquait des Ce que joueurs, je veux dire, c'est que Benacer. l'Algérie n'était pas venue avec une équipe voilà, Non, de la preuve, touristes. ils l'ont gagné, ils l'ont gagné, la preuve, Coupe ils l'ont arabe. gagné. Donc je pense que en tout cas, c'est le groupe pour moi qui est le plus homogène de cette Coupe du Monde. Très bien. Maître Elachi, vous pensez quoi de ce groupe? Oui, alors du coup, je parle pas en tant qu'avocat, Voilà, mais plutôt en tant en passionné de amateur. football, en tant qu'amateur de football. Bah, moi, je souscris à ce qui a été dit par Raïd
et par Tarek. Alors juste un bémol sur l'arbitrage de la Coupe arabe. Effectivement, il y a eu beaucoup de minutes d'arrêt de jeu qui ont été attribuées. Oui. Et puis, in fine, quand même, un penalty qui a été donné à l'Algérie qui lui a permis de gagner ce match. Oui, Donc, c'est vrai. voilà. Ça, c'est équilibré. Alors, un penalty qui a été donné juste avant, un penalty qui n'a pas été sifflé. Enfin, ça s'est passé comment l'histoire du penalty pour l'Algérie? Parce qu'il y avait un fait de jeu juste avant qu'on leur donne ce penalty. Bah non, c'est juste que de base, le match devait être sifflé depuis bien longtemps. D'accord. Donc, comme l'a dit Maître, au final, c'est l'Algérie qui en a profité. Voilà. Ah oui. Parce que Ouais. l'arbitre a laissé Voilà. encore des minutes qui Mais ce que je veux n'avaient dire- pas lieu d'être. Au final, ils ont eu le Mais penalty. l'interprétation qu'on a en Algérie, justement, c'est de dire, comme c'était foutu après 12 minutes, on leur a donné un penalty Oui, non, mais parce pour mettre fin aux juste, suspicions. mais du coup, je Non. reviens sur le jeu, Oui, pas de souci. bien Mais sûr. du coup, le Qatar a égalisé. Mhm. Alors, parce que ça suffit pas d'avoir des minutes d'arrêt de jeu, encore faut-il le marquer. Le Qatar l'a fait, donc ça prouve qu'ils ont aussi les ressources pour aller marquer au-delà de la 100e minute. Et puis, sur l'arbitrage, ils n'ont pas été favorisés, puisque finalement, un penalty. Sur le groupe, moi, je suis d'accord, je souscris, c'est un groupe qui est extrêmement homogène. Le Qatar entraîné donc par un Espagnol avec une tactique vraiment de jeu très impressionnante. Ils ont gagné quand même pas mal de matchs amicaux. On oublie de dire qu'ils sont aussi champions d'Asie. Bien Ça sûr. aussi, ça va être intéressant, la confrontation champion d'Afrique, champion d'Asie, même si on suppose que champion d'Afrique est supérieur. Mhm. Et le Sénégal, beaucoup d'individualité. Alors, sans lui faire injure, Monsieur Cissé, on l'appelle El Tactico, mais on voit les limites du coup tactique du Sénégal. Oui. Donc, finalement, c'est un groupe qui est effectivement beaucoup plus homogène. Le Qatar, selon moi, peut sortir de ce groupe, boosté par son public, à domicile, avec, on l'a vu avec la Corée, alors même si des gens vont encore nous dire qu'il y a eu de la corruption en 2002, mais la Corée Oui. est arrivée quand même en demi-finale. Donc, l'effet de jouer à domicile fait que le Qatar, oui, ce serait pas improbable qu'il sorte. Et puis alors l'Équateur, je veux dire, sortir, se qualifier directement sans passer par les barrages quand on fait le mini-championnat sud-américain, ça veut dire qu'on n'est pas une petite équipe. Bien sûr. Donc voilà, j'ai envie de dire, ce sont aux Pays-Bas, c'est aux Pays-Bas de se méfier Et de puis, ces trois autres équipes. et puis Donc, pour je suis finir, d'accord. parce que c'est intéressant, il a dit que c'était le champion d'Afrique face au champion d'Asie. Et si on en revient aux statistiques, ces dernières Coupes du Monde, les Asiatiques, en termes de confrontation directe, ils ont toujours pris l'avantage, le dessus sur les Ouais. équipes africaines. Donc c'est Exactement. pour ça que, comme je le disais, ça ne me surprendra pas de voir Mhm. le Qatar Mhm. éliminer le Sénégal, qui eux-mêmes s'étaient fait éliminer. Bon, c'est vrai, pour une question de carton face au Japon. Mhm. On a vu que les Saoudiens avaient battu les Égyptiens en 2018. On a vu que les Iraniens ont battu le Maroc en 2018. Donc les Asiatiques, en termes de statistiques, généralement, ils prennent le dessus sur les Africains. Et- Donc je verrais pas, je serais pas surpris de voir le Qatar en fait passer devant le Et Sénégal. rappelons-le qu'ils ont fait un petit tour de sympathie en Copa América, donc je pense Oui. qu'ils se prépareront Ah, face à l'Équateur. Et l'Arabie Saoudite qui est invitée à la Copa América en 2024, c'est tombé aujourd'hui. D'accord. D'accord. Et le Qatar qui a la chance aussi d'avoir gardé son entraîneur durant quelques années. Ils n'ont pas fait Exactement. l'erreur que font Non. la plupart des fédérations africaines où dès qu'il y a des mauvais résultats, on pense à le remplacer. Sachant que c'est intéressant, je rebondis sur ce que disait Khaled, ce coach espagnol, il les a suivis depuis qu'ils sont petits, depuis les U15. Aspire, Donc, avec l'Académie Aspire. Donc Aspire. il les connaît par cœur. Non, et puis il y avait aussi, il faut pas l'oublier, il y avait aussi Javi qui est entraîné au Qatar. Ce sont deux personnes qui se connaissent très bien, puisqu'ils ils sont à peu près de la même génération. Ils ont fait leur gamme à Barcelone, donc ça l'a aidé, comme tu l'as dit. C'est pas une fédération qui l'a viré du jour au lendemain pour une défaite ou autre. Ça fait quelques années qu'ils travaillent pour cette Coupe du Monde. Et moi, je suis persuadé que les Qataris, je les vois pas se faire éliminer au premier tour. Le Sénégal qui jouera son premier match face aux Pays-Bas, donc un match d'ouverture qui promet, et le Qatar face à l'Équateur. Le Qatar part avec un petit avantage, c'est-à-dire que si le Qatar, on va dire qu'aujourd'hui sur ce groupe, l'Équateur a l'air d'être l'équipe la moins expérimentée ou peut-être la moins talentueuse sur le papier. En tout cas, on ne les connaît pas beaucoup en Europe, les En joueurs. tout cas, ils sont embêtants. Et le Qatar, sûrement parce qu'ils Une ont équipe fait qui une est très très bonne phase de physique. qualification. C'est une équipe très physique. Qui va vite. devant. Si le Qatar gagne son premier match, c'est bien parti. Je pense que oui. Je pense que de toute façon, le premier match là, dans ce groupe, il va être décisif. Après, je connais pas le calendrier. Je sais pas si le Qatar joue les Pays-Bas en dernier ou c'est le deuxième match. Mais je pense que oui, si le Qatar est amené à s'imposer,
je pense qu'ils sont bien partis. Après, Sénégal-Pays-Bas, ça reste quand même un très beau match aussi, hein. Ouais. Je suis vraiment impatient de le voir parce que justement, j'ai vraiment beaucoup de doutes sur Aliou Cissé, comme le disait Maître El Hachi. Tactiquement, c'est faible. Il y a des individualités. Donc là, on va vraiment voir. Là, c'est vraiment le match référence pour le Sénégal depuis ces dernières années. Voir vraiment leur véritable niveau face à une équipe quand même des Pays-Bas qui est certes jeune, mais qui reste quand même sur la scène internationale une équipe très respectée. Bien sûr. Coup de bluff de Luis Van Gaal qui disait qu'en gros, il connaissait pas les équipes, les adversaires, que ce soit le Sénégal ou. Bon, après, D'ailleurs, il est très malade. Donc, il a avoué Ouais. qu'il avait un cancer avancé de la prostate, apparemment. D'accord. Je sais pas s'il les connaît pas. Peut-être que c'est un coup de bluff, peut-être pas. Après, il y a des entraîneurs comme ça qui se consacrent qu'au football européen et regardent pas ce que c'est. Bon, ce serait qui se étonnant. fait, Il a peut-être aussi un staff qui regarde mais un puis peu. je Oui, pense je que pense que son c'est- staff, mais lui personnellement, peut-être pas, hein. Peut-être que lui, sa vision, elle s'arrête aux 5 gros championnats, Ouais, non, ce qui mais est après, possible. Je pense qu'il faut pas aller trop loin. Je pense que sa situation personnelle, ses problèmes de santé font qu'il a peut-être pas forcément le temps, malheureusement, Mhm. de s'occuper de ça, tout simplement, hein. Bien sûr. Très bien. On va passer au groupe B. Donc, c'est le groupe de l'Angleterre, les États-Unis, l'Iran et le Pays de Galles, Ukraine C'est ou le groupe de la Écosse. guerre. Ça, on va l'appeler ainsi. Ouais. États-Unis, Iran, oui, s'il y a Ukraine, oui, c'est sûr que. Bon, en tout cas, c'est un groupe là aussi homogène, Mhm. avec les Anglais qui partent favoris, Khaled. Oui, je pense qu'ils vont a priori caracoler en tête, mais bon, on a déjà vu l'Angleterre faire des contre-performances contre des équipes comme les USA, justement, en Coupe du Monde, ça a pu arriver. Donc il faut être très prudent. A priori, le groupe est pour l'Angleterre. Derrière, je vois bien l'Iran. C'est une équipe dont on ne parle pas beaucoup parce qu'on ne s'intéresse pas trop au football asiatique, mais très solide tactiquement, très solide techniquement, avec des bons joueurs, qui a l'expérience de la Coupe du Qui Monde, était là en 2018, qui était là en qui a battu le 2018, Maroc. qui a battu Et le Maroc. qui était pas loin de se qualifier. Et qui n'était hein. pas loin de se qualifier. Et donc, moi, je pense que l'Iran peut sortir de ce groupe devant les États-Unis et puis éventuellement l'Ukraine, l'Écosse ou les Pays de Galles, c'est selon. Pays de Galles, Écosse, Ukraine un peu moins, mais Pays de Galles, Écosse que je vois très limité dans le jeu si d'aventure ils se qualifiaient, à l'aune de ce que j'ai pu voir au dernier Euro. Et moi, je vois bien Angleterre-Iran pour ce groupe. Après, c'est comme le disait Maître, c'est des équipes on connaît pas forcément leur niveau. Les Iraniens, les États-Unis, c'est des équipes qui viennent en Coupe du Monde, on ne sait pas ce qu'ils vaut en fait. Bon, Après, c'est généralement, des les habitués, États-Unis ne hein. déçoivent pas, hein, ouais, c'est des habitués, ils font souvent des huitièmes. L'Iran et les États-Unis qui avaient joué l'un contre l'autre Oui, en en 98. 98. si Ouais, vous vous victoire rappelez bien. 2-1 de l'Iran. Exactement. Et les États-Unis qui avaient fait un quart de finale en 2002, il faut pas l'oublier. hein. Exactement. Oui. Ils sont allés en quart de finale. Ils font souvent des huitièmes. Donc c'est des équipes qu'on connaît pas forcément leurs joueurs, leur niveau, mais quand ils arrivent en Coupe du Monde, ils sont là. Donc là, c'est vrai que ça va être intéressant. Ce match Iran-États-Unis, ça va vraiment être pour moi le match qui fera que oui, ça fera un billet pour les huitièmes. Après, Pays de Galles, Ukraine, Écosse, c'est des pays qui sont à peu près au même niveau. Bon, le Les Pays de Ukrainiens, Galles je qui, sais pas dans un état psychologique, dans Voilà. quel état psychologique ils Mhm. vont venir faire ces barrages. Mhm. Mais c'est vrai que c'est excepté l'Angleterre, ouais, il y a quand même, c'est quand même assez serré. Le Pays de Galles qui a battu l'Autriche pour se qualifier 2-0. Pays de Galles qui a. C'est Gareth Bale, c'est Gareth Bale Voilà, qui il y a les a quelques qualifiés. individualités. Il y a Ramsey aussi, il y a quelques joueurs comme ça qui sont bons. Après, comme disait Maître, je pense que voilà, ça reste quand même assez pauvre dans le jeu. Maintenant, moi je mets ma pièce sur les États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'en 2026, ils vont C'est vrai. co-organiser une Coupe du Monde. Et les États-Unis, on connaît très bien leur culture sportive. Ils mettent les moyens. Les États-Unis, il y a peut-être 20 ans, 25 ans, ça faisait rigoler. Aujourd'hui, ça fait moins rigoler, notamment lors de la Coupe du Monde que tu citais. Ouais, Après, moi, je disais la même chose un petit peu pour l'Angleterre. L'Angleterre, si je me souviens bien, ils sont arrivés en demi-finale en 2018, si je ne me trompe pas. Et pourtant, j'aurais pas mis ma pièce sur eux, sachant que ça aurait pu se terminer sur un match nul avec la Tunisie si Ali Malou, le latéral gauche, n'avait pas fait une petite bavure, une petite bourde. Mais ça reste un groupe homogène. Et les Iraniens, il ne faut pas les oublier. Les Iraniens, c'est des habitués de la Coupe du Monde. Ça joue en général plutôt bien. Et ils peuvent, je pense, passer ce groupe-là, ce tour-là. Ouais, en tout cas, les États-Unis, Iran promet.
ça va être un d'un match. point de vue politique, moi, je pense que ce sera un match très fair-play, comme ça Bien l'avait été sûr, en bien sûr. 98. Là où Moi, ils je me avaient pris la rappelle, photo voilà. ensemble, etc. Voilà, bien ça va sûr. être un match très fair-play. Par contre, moi, d'un point de vue footballistique, je mets l'Iran au-dessus quand même des États-Unis. Alors, je regarde quand même la MLS, mais ça n'est pas les États-Unis de 2002. D'accord. Ça a été compliqué pour eux aussi en qualification. Ils sont à un moment charnière avec des nouveaux joueurs, mais ils sont voilà. Faut pas oublier qu'ils n'étaient pas à la Coupe du Monde en Russie, les Voilà, États-Unis, voilà. éliminés par le Voilà. Panama. Et justement, ils travaillent sur cette Coupe du Monde qui va être au tri organisé, Mexique, Canada, États-Unis. Moi, je vois plus l'Iran. Voilà. Après, L'Iran. L'Angleterre, vous les voyez aller loin lors de cette compétition ? L'Angleterre, je les voyais pas aller loin en 2018, notamment après le premier match contre la Tunisie. Mais après, c'est le football. On sait pas de. Après, ils sont montés en puissance. Ils se trouvaient, que ce soit Harry Kane, que ce soit Dele Alli, Sterling et compagnie. Et ils ont fait quand même une bonne Coupe du Monde, une bonne impression. Ils ont plutôt bien joué. On a senti vraiment un collectif en fait dans l'Angleterre. Ce qui avant on ne le trouvait pas, parce qu'avec des Gérard, Lampard, Paul Scholes, ils avaient une équipe à détruire tout le monde, mais avant, la mayonnaise ne prenait pas. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont trouvé une osmose entre eux. Et je pense que ce sera la Coupe du Monde de la confirmation pour eux. Pour l'Angleterre, surtout qu'ils arrivent à maturité aussi. Ce sont des joueurs qui arrivent à un certain âge, une expérience. Et puis, c'est peut-être. Faut pas oublier qu'ils ont été finalistes de l'Euro C'était l'année dernière. Voilà, c'était ce que. Donc, je pense que là, qu'on arrive vraiment à maturité. Je pense que là. C'est vraiment l'année, on va dire, normalement de la consécration pour les Anglais qui quand même ont fait une demi-finale Coupe du Monde, finale de l'Euro. Il y a à peu près les mêmes joueurs qu'il y a 3-4 ans. Ouais. Normalement, et vu aussi au terme de tirage au sort, parce qu'il faut pas oublier que c'est le groupe B. Donc le premier de ce groupe jouera le deuxième du groupe du Qatar. Donc un 8e abordable normalement pour les Anglais, je pense. Donc oui, je les verrai en tout cas au stade d'écart. Après, demi, ça reste à voir, mais je pense que l'écart, ça sera pas un problème pour les Anglais. Surtout que les Anglais sont impatients depuis 68, 66 pardon, et Bobby Charlton. Aucune coupe. C'est vrai que ça fait quand normal. même très longtemps. Très longtemps pour les inventeurs du football. Mais ça, c'est un problème structurel parce que pendant des années, tous les postes clés étaient occupés par des étrangers dans leur championnat. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, ils avaient une équipe un peu pauvre. Le dernier fait d'armes, c'était la Coupe du Monde 90 avec Gary Lineker. Et là, ça s'est durci avec le Brexit. Si on parle un peu politique, ça va se durcir avec le Brexit et le permis de travail. Ah bah alors là, ça va être faire venir des joueurs étrangers, européens. Moi, je pense qu'il y aura des accords parce que même s'il y a un Brexit, on va quand même faciliter la libre circulation des joueurs. Bon, en l'état. Parce qu'actuellement, c'est un vrai problème dans le marché. Si vous vérifiez justement, on va pas parler en première ligue, parce qu'en première ligue, en général, ils ont les capacités justement de faire venir des internationaux français, italiens, belges. Il n'y a pas de problème. Donc de top niveau, dans les divisions inférieures, regardez les effectifs. Je vous invite. Moi, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps Queen's Park Rangers, un club avec qui je travaille. Il y a que des Anglais, ou sinon des Anglo-Nigériens, ou des étrangers qui étaient déjà en Angleterre. Ils ont changé leur système, les Anglais. À l'époque, on prenait beaucoup d'étrangers. Aujourd'hui, on remarque bien que de toutes les grandes équipes, aujourd'hui, font confiance aux jeunes. Regardez Arsenal, aujourd'hui, il y a que des... Avant, on prenait les espoirs français. Aujourd'hui, il n'y a que des espoirs du centre de formation. Même à Manchester City, quand on voit Guardiola qui fait confiance à Foden, qui c'est un pur produit de City, à l'époque, ça n'existait pas. De voir un joueur, un jeune de City aussi sortir. Au Brexit un petit peu. Peut-être. Ça a encouragé ça, on va dire. Mais bizarrement, les Anglais, aujourd'hui, au niveau international, ils ont des meilleurs résultats. Après, comme disait Maître, je pense que ça dépendra des résultats dont tu parles. Et après, si les résultats sont un peu pauvres, je pense qu'il y aura des accords pour pouvoir revenir un petit peu à d'autres joueurs. Oui, c'est possible. En Angleterre, je ne peux pas me prononcer, mais d'un point de vue strictement footballistique, effectivement, là, c'est l'année de l'Angleterre ou jamais. Et puis, effectivement, cette classe biberon, on se rappelle de la finale de l'Euro où il a lancé que des jeunes à la séance de tir au but. Donc voilà, c'est aussi l'esprit Southgate. Après, est-ce que l'Angleterre peut aller loin dans cette Coupe du Monde ? Il faut les voir aussi dans les matchs à élimination directe. En demi-finale contre le Danemark, c'était extrêmement compliqué. Là aussi, des décisions qui sont litigieuses.
Donc à voir sur les matchs à élimination directe, compliqué pour les C'est vraiment le yo-yo avec l'Angleterre. Ouais, Ils vont vous faire un bon match et puis un match un peu C'est plus ça, moyen. ouais, mais Ils ont éliminé les Allemands, rappelons-le, lors de l'Euro. C'est ça. Après, au-delà de ça, faut pas oublier que c'est une compétition qui joue en décembre. C'est la première fois qu'on va avoir une Coupe du Monde en décembre. L'état de forme des joueurs, on la connaît pas. Certains vont te dire, voilà, ils seront au top, ils seront au summum de leur forme parce que voilà, ils auront fait une quinzaine de matchs. Mais on sait pas en fait. Au final, habituellement, les équipes arrivent très fatiguées en fin de saison. T'en as qui arrivent frais, d'autres non. Là, en fait, on sait pas. Au final, on va découvrir en fait l'état physique des joueurs. Donc aujourd'hui, c'est difficile au final de jauger une équipe ou de donner un pronostic. Parce que C'est ce vrai sera que la c'est, première fois de voir une Coupe du Monde au mois de C'est décembre. inédit, oui. Effectivement, c'est inédit. Bon, on n'avait pas trop le choix. Ça joue, si on Oui. joue l'été au Qatar en même temps. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça va être une belle Coupe du Monde. Alors, effectivement, moi, je suis plutôt. Je fais partie des positivistes, plus exactement, qui considèrent que ils vont pas arriver complètement fatigués après avoir joué la Champions League, le championnat. Ils auront commencé en septembre. Leur championnat, ils seront vraiment à leur top niveau, de mon point de vue physique. Ouais. Et donc, peut-être qu'on va avoir plus de spectacles. Mais c'est une inconnue, effectivement. On le saura qu'au mois de novembre. Exactement. On va passer au groupe C, le groupe de l'Argentine, Mexique, Pologne, Arabie Saoudite. Alors là, en termes d'homogénéité, on l'a aussi, c'est très homogène. Un groupe, l'Argentine, sûrement qui, pour la dernière de Messi, en tout cas, favori de ce groupe, non? Ouais, et puis une équipe qui je crois qu'il y a une trentaine de matchs sans défaite depuis. C'est solide, l'Argentine, c'est solide l'arrivée depuis de quelques temps. Solari. Mm. Bon, clairement, l'Argentine, je pense, favori de ce groupe. Après, ça reste l'Arabie Saoudite, Mexique, Pologne. Je mettrais. Moi, je mettrais le Mexique. Ils sont souvent. Devant la Pologne? Je mettrais le Mexique devant la Pologne. Bah oui, si on se réfère quand même aux différentes Coupes du Monde de ces 2 dernières décennies, on voit souvent le Mexique en 8e. Donc moi, je mettrais le Mexique. Après, pourquoi pas la Pologne ou même l'Arabie Saoudite. L'Arabie on a Saoudite tendance est à- entraînée par Hervé Renard. Hervé Renard, ouais, avec l'Arabie Saoudite qui est en plein essor. Leur championnat, il est de plus en plus, fort. On ramène de plus en plus d'étrangers. C'est à l'image du Qatar. Les Saoudiens vraiment investissent beaucoup sur le football. On l'a vu à la Coupe du Monde des clubs, l'Arabie Saoudite. Exactement, avec avec leur Hilal, club qui s'est fait Qui éliminer en n'avait rien demi-finale. envie à Chelsea Ouais, durant le par match. Chelsea, plutôt. Donc à voir. Après, oui, je mettrais l'Argentine et le Mexique favoris. Après, pourquoi pas une surprise. Si un grand Lewandowski, Tarek. Pourquoi pas, je sais pas, franchement, j'ai pas d'idée moi sur Et puis- ce groupe-là. Bon, après, il y a l'Argentine qui est favori, je pense, qui est favorite plutôt. Après, le Mexique, c'est une équipe compliquée à jouer. Qui est habitué surtout à des huitièmes, faut ils pas sont, l'oublier. ils sont quand même casse-tête. Ils ont éliminé l'Allemagne, si je dis pas de bêtises. en Alors, 2018. ils ont battu l'Allemagne. Ils ont 1-0, battu l'Allemagne, ouais. Et ils ont été éliminés les Allemands parce qu'ils avaient perdu contre les Voilà. Coréens 2-0. C'est ça. Les L'Arabie Sud-Coréens. Saoudite, je pense que ça va être compliqué. Bon, après, du fait de la proximité aussi avec le Qatar, peut-être qu'il y aura un engouement. Il y aura aussi les supporters Il y a qui ça vont qui faire le joue aussi, déplacement, bien sûr. Ça y joue et Hervé Renard a quand même impulsé quelque chose. Il faut savoir que le championnat saoudien, je pense aujourd'hui, est quand même le meilleur championnat arabe. Et qu'il y a quand même des fortes individualités qui jouent en équipe nationale. C'est un championnat où quand même c'est assez technique et ça va vite. Maintenant, physiquement, c'est un peu light, quoi, l'Arabie Saoudite. Et on connaît les Sud-Américains qui jouent beaucoup sur la grinta. Voilà, mais après, L'Arabie Saoudite qui était dans le groupe du Japon pour les qualifications. C'est ça. Oui. après Et ça reste que des analyses, quoi. Après, Après, les Saoudiens, un c'est match. des habitués, Les Saoudiens, Saoudiens, c'est des habitués. Les Saoudiens, c'est des habitués, mais complètement. on a l'habitude de ne pas les voir très loin. C'est toujours. De Bon, ils sortir ont au passé une premier fois tour. les huitièmes de finale. Enfin, ils sont Alors, passés en c'était en C'était- 94. 94. ouais. Avec C'était le Maroc, je crois, le hein. superbe Le groupe du joueur Maroc. Saïd El Ouaïran qui avait fait son Ouais, son slalom slalom, contre la ouais. Belgique. Ouais. Et Ouais. donc, du coup, il s'était qualifié en sortant le Maroc. Tout à Pourtant, fait. Qu'est-ce que t'en Maroc, penses, toi, ouais. Khaled, de ce groupe? Moi, en fait, je vois bien l'Argentine nécessairement. Une Argentine qui a été finaliste en 2014, une Argentine qui a gagné la Copa América, et effectivement, comme l'a dit Raïd, une Argentine qui fait 30 matchs sans défaite. Donc, pour moi, ils sont intouchables dans ce groupe. Après, derrière, effectivement, c'est pas aussi évident que ça entre la Pologne, le Mexique et l'Arabie Saoudite.
Prime au Mexique, pourquoi? Parce que sur les dernières éditions, ils sont toujours arrivés en 8e de finale, mais c'est leur problème, c'est leur plafond de verre. Je crois de mémoire que le dernier quart de finale du Mexique, c'est en 86 à domicile contre l'Allemagne, où ils perdent au pénalty. Et à chaque fois, ils arrivent en 8e de finale, ils se font sortir. Donc j'ai envie de dire, au regard de la tradition des Mexicains, je les vois passer devant les Polonais. Après, les Polonais se sont enhardis en sortant la Suède, qui était une Suède moribonde, mais qui est... Mais Je t'en prie. si je dis pas de bêtises, la Pologne a profité aussi de l'exclusion de la Russie. Hein. Bah oui. Alors Donc oui, ils tout ont à fait un match en moins. Hein. Tout à fait, Ils sont arrivés en Suède, contre la Suède avec Tout à fait, physiquement Voilà. des joueurs frais. C'est vrai. Donc c'est ils vrai. ont été aussi avantagés, les Polonais, faut pas C'est vrai. l'oublier. C'est vrai. Et enfin, d'un mot pour terminer sur l'Arabie Saoudite, en fait, les gens ne regardent pas l'évolution des championnats moyen-orientaux. Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite. Effectivement, Arabie Saoudite qualifiée directement. Bon, Qatar qualifié parce que pays hôte. Et les Émirats Arabes Unis en barrage. Donc, ce sont des équipes qui progressent. Et alors, je ne pense pas que l'entraîneur puisse tout faire tout seul. Effectivement, la condition physique sera déterminante. Mais attention aux troubles faits saoudiens. Donc moi, je mettrais en numéro 1 Argentine, en numéro 2 Mexique. Et s'il y avait une surprise, je la vois plus venir de l'Arabie Saoudite que de la Pologne, paradoxalement. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça, c'était le groupe C. Bon, ce sera peut-être la dernière Coupe du Monde de Messi. Peut-être le Oui. moyen de Oui, sortir. c'est la dernière. Faire un beau baroud d'honneur, pourquoi pas, voire Ouais. la gagner. En tout cas, il y va pour. C'est le seul trophée qui lui manque. Hein, donc, en même temps, c'est le moment ou jamais. Le groupe D, le groupe de la France, Danemark, Tunisie. Et on attend de savoir si ça va être les Émirats, l'Australie ou Le Pérou. le Pérou. Ce groupe, Raïd, Clairement, les Français et les Danois sont quand même favoris de ce groupe. Hein, quand on voit la qualif des Danois qui ont été impressionnants, je crois qu'ils ont gagné tous leurs matchs. Hein. c'était les premiers Si je dis qualifiés, pas je de crois, les bêtises, Danois. C'était les Hein. premiers qualifiés, ils ont gagné tous leurs matchs. Alors peut-être pas le dernier, je sais plus, mais je crois qu'ils ont fait un parcours parfait. La Tunisie, en tant que supporter, on va rêver quand même d'une qualification, mais on n'y croit pas trop non plus. Quand on voit quand même, la France, c'est intouchable, je pense. Après, l'avantage, à contrario de la Coupe du Monde 2018, on a quand même un calendrier favorable. C'est-à-dire on va jouer le favori en dernier. Peut-être que la France sera déjà qualifiée à la 3e journée, donc peut-être qu'ils vont tourner, peut-être qu'ils vont, ils vont mettre un peu le frein. Nous, on va jouer les Danois dès le premier match. Dès le premier match, faut être prêt. Donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, comme on l'a vu contre l'Angleterre, où toutes les équipes, de toute manière, vont avoir du mal à rentrer dans la compétition. Il y a de la pression. Donc, il faudra profiter de ça. Pourquoi pas créer une surprise face au Danemark? Faut Danemark, l'Australie ou le Pérou, parce que je pense que les Émirats ils passeront pas. Ça risque aussi d'être très serré. Je pense que le Pérou, moi je donnerais avantage au Pérou, hein, pour ces barrages. Le Danemark qui, à contrario des autres nations européennes, n'a pas peut-être de grands joueurs, Non, mais a une force collective c'est très physique. qui, en même temps, ça reste des Vikings, hein, donc Ouais. c'est physique, hein, un peu. Ouais, c'est très Mais physique. la Tunisie qui joue son premier match face aux Danois, Khaled, tout est possible. Tout est ouvert, oui. Alors, la spécificité des Danois, ce sont des Danois latins. C'est-à-dire que dans le jeu, ils ne sont pas comme les Suédois, comme les Norvégiens. Il y a un toucher de balle. Bien sûr. Voilà, C'est plus technique. C'est plus technique. Il y a une finesse, c'est connu. Hein, les Laudrup ou le Danemark à la Coupe du Monde 86, à l'Euro 84 ou même à l'Euro 92. Bien sûr. Donc, il y a une tradition danoise. Sur les chances des équipes, effectivement, moi, je pense que la première place, elle est pour l'équipe de France. Bon, il n'y a pas de débat. C'est le champion en titre, alors même s'il y a cette malédiction qui plane Oui. comme ça, où les champions se sont toujours fait sortir lors des 4 éditions. La deuxième place, normalement, devrait être pour le Danemark. Et effectivement, je rejoins Raïd. La Tunisie, c'est quand même une équipe qui est structurée. Alors, elle n'a pas de talent, pas d'ambition, c'est vrai, mais dans le jeu, j'entends. Mais une équipe structurée et solide. Et ils peuvent poser des problèmes aux Danois au premier match. Bien sûr. Et effectivement, s'ils auraient pu faire match nul contre l'Angleterre en 2018, peut-être qu'ils feront match nul contre le Danemark ou qu'ils gagneront. Et puis enfin, je me méfie un peu des logiques. Parfois, on a une grande équipe, l'équipe de France qui peut perdre contre la Tunisie, et puis la Tunisie qui peut perdre contre le Pérou ou l'Australie et les Émirats Arabes Unis, aussi contre le Danemark. Donc moi, je dirais plutôt France, en 2, Danemark, et je sais pas, je donnerais peut-être 20% de chance à la Tunisie de se qualifier. Après, faut aussi prendre en compte qu'on sera aussi avantagé. Il y a beaucoup de Tunisiens au Qatar.
Il y a beaucoup de Tunisiens qui voyagent, beaucoup de supporters qui voyagent lors des Coupes du Monde. On l'a vu en Russie, on l'a vu en Coupe arabe, on l'a vu en Russie aussi. Donc je pense que déjà, ça peut donner un petit peu de force à l'équipe nationale. Maintenant, il y a clairement des problèmes au niveau offensif qu'il faudra régler parce que sans ça, malheureusement, on n'aura aucune chance. Si vraiment on veut espérer un brin de chance durant ce premier tour, il faut absolument régler le problème du numéro 9 parce qu'on n'a pas de numéro 9. Enfin, bon, les médias tunisiens on risque s'entêtent. pas de le régler parce que pour l'instant dans le championnat il n'y a aucune trace d'un bon numéro 9. Il reste quelques mois peut-être. Non, il reste quelques mois, on peut espérer, mais comme disait Raïd, oui effectivement il y aura cette ferveur comme on l'a vu en Coupe arabe. Maintenant sur sur la quatrième équipe, j'espère tirer les Émirats arabes unis. Je pense que c'est plus à notre portée. Mais ça va être difficile pour qu'ils se qualifient. Ils ont en face l'Australie qui est très physique et puis juste après le Pérou. L'Australie, moi je pense que c'est une équipe qui peut poser problème à la Tunisie et également le Pérou. Alors attention, même si c'est pas des grandes équipes. Je sais pas si les barrages se jouent sur un match en Asie ou sur un aller-retour. Je sais pas comment ça se passe. Aucune mais idée. c'est vrai que sur des barrages. Je pense que c'est peut-être sur un match. Alors j'ai compris que c'était sur un match sec que ça se jouait. Donc là, ça change beaucoup de choses. Voilà, sur un match. D'ailleurs, soit dit en passant, la dernière Coupe d'Asie, je crois, les Émirats arabes unis avaient battu l'Australie 1-0. Donc pourquoi pas. Donc là, ils se retrouvent. Et puis moi, je partage pas ton avis, Tarek. C'est-à-dire, je me dis que si les Émirats arabes unis arrivent à sortir des barrages, du coup, ce sera plus inquiétant, je pense, pour la Tunisie de jouer les Émirats arabes unis que le Pérou. Qui sera un peu à domicile, quoi, les Émirats arabes unis. Après, pour revenir sur l'équipe de France, il faut rappeler la malédiction. Moi, je m'en souviens. Bon, je pense pas que ça va se rééditer, mais d'un France-Sénégal où on avait tous mis notre pièce. Il y avait les meilleurs joueurs du monde dans l'équipe de France. On avait le meilleur attaquant championnat de France, meilleur attaquant championnat on avait d'Italie, les meilleurs joueurs. On avait les meilleurs joueurs dans leur équipe. Dans chaque équipe, on avait les meilleurs joueurs à chaque poste. C'était le premier match de la Coupe du Monde. C'était le premier match de la Coupe du Monde. De bien rentrer dans cette compétition. Et c'est pour ça qu'il faudra justement, pour que la Tunisie profite de. Donc peut-être que la malédiction va perdurer, je ne sais pas. Moi, je pense pas. Après, les Danois, c'est quand même une équipe compliquée à jouer, même si la Tunisie est rigoureuse, tactiquement solide. Mais il y a un moment donné, quand on regarde les derniers matchs, le nombre de buts qu'a inscrit la Tunisie en Afrique, sur le continent africain. Dans une Coupe du Monde, ça va être 3 fois plus difficile. Et je ne sais pas quelles sont les solutions, hormis un penalty, un but venu d'ailleurs. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est un réel problème. C'est un réel problème. Si tu marques pas, tu gagnes pas. Tu peux défendre, mais tu marques pas. Donc tu termines avec un match nul. Et pas les 3 points. Oui, alors Jürgen Klinsmann, quand il est arrivé aux États-Unis, après avoir entraîné l'Allemagne, disait que le foot, c'est marquer un but de plus que l'adversaire. Donc il était avec un jeu offensif. Alors le paradoxe de la Tunisie, c'est qu'à la dernière Coupe du Monde, c'est le pays africain qui a marqué le plus de buts. Ouais. C'est un peu bizarre alors qu'elle n'avait pas des armes offensives. Et là, peut-être aussi qu'on a une révolution du football et que la Tunisie, quelque part, malgré elle, elle est précurseur, où on peut jouer sans attaquant. En tout cas, Guardiola avait essayé en finale de Champions League, ça ne lui a pas souri, mais en tout cas, c'est une révolution tactique. Est-ce que la Tunisie peut jouer sans attaquant et avoir une animation offensive différente pour pouvoir marquer des buts? Après, la Tunisie, c'est un petit peu par défaut. C'est qu'il n'y a pas trop le choix que de jouer sans attaquant. Voilà, ça c'est pour ça que je dis malgré elle. Mais par contre, elle a beaucoup de... Elle sait s'adapter. Ça, c'est un avantage. La Tunisie sait s'adapter. Après, avec les joueurs qu'elle a. Cazerie. Voilà, Cazerie, c'est pas dégueulasse. Pourquoi pas tout ça, c'est trop moyen. Voilà, honnêtement. De toute façon, la Tunisie n'a jamais été une nation avec des grandes individualités. Bon, peut-être qu'à l'époque, il y avait des joueurs un peu plus talentueux, mais sur le terrain, aujourd'hui, la Tunisie, c'est plus une équipe qui va jouer en bloc. Mais en tout cas, défensivement, c'est rassurant. Très tactique, un peu à l'image de l'Égypte. C'est ça. Défensivement, c'est rassurant, et on l'avait vu, vous vous en souvenez, en 2006, contre l'Espagne, on a tenu 70 minutes avec Roger Lemaire. Après, on a craqué, on a pris 3 buts. C'était Mnari, je crois, qui avait inscrit... Voilà, et c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire qu'on a fait que défendre pendant le match. Mnari, il a eu une occasion venue d'ailleurs. Il a mis un plat du pied, c'est rentré, c'est passé au-dessus de Casillas. Il y a eu un rebond. Mais voilà, j'ai pas l'impression qu'en Tunisie, on peut marquer en construisant le Danemark, c'est pas l'Espagne. Le Danemark, non, je suis d'accord. Joue pas comme l'Espagne. Le Danemark, c'est peut-être un jeu aussi qui peut avantager les Tunisiens. C'est physique un peu. Ouais, mais ce qui veut dire Tarek, en fait,
c'est que c'est souvent le même scénario. C'est-à-dire qu'on va marquer contre le Danemark et en fait, on va pas chercher à mettre le deuxième, on va chercher à défendre tout le match. Sauf qu'au final, on connaît le scénario, on va craquer, on va s'en prendre 2 ou 3. Et ça, justement, c'est un problème dans la mentalité en fait de cette équipe. C'est qu'à un moment donné, il faut pas avoir peur. Si tu mets un but, il faut aller chercher le deuxième. Et nous, on n'a pas forcément cette capacité qui fait qu'on passe jamais en fait, le premier tour. C'est peut-être à cause de ça. Et je rajouterais, et j'espère qu'enfin on pourra le voir en Coupe du Monde, il s'agit de Youssef Msekni, parce qu'il a toujours été le grand absent des grandes compétitions. Et là, j'espère vraiment qu'on va le voir et on va le juger à sa vraie valeur. Ouais. Là, c'est Et probable. au Qatar en plus. Juste un mot pour la Tunisie, je te remercie, Anis. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est quelque chose de culturel. Il a parfaitement raison, Raïd. C'est la culture, c'est l'ADN du football tunisien. C'est une sorte de catenaccio post-moderne où on sait défendre, on sait ne pas encaisser de but, c'est pas marqué. Donc du coup, à ce compte-là, la Tunisie, elle peut même faire 3 matchs nuls et sortir sans avoir perdu. Donc, plus que trouver un attaquant, moi, ce qui me pose question, c'est le niveau de l'entraîneur, du sélectionneur pour le mondial. Est-ce que Jael El Qadri va être en capacité de proposer quelque chose face au Danemark, face à Didier Deschamps? Et moi, je pense que c'est ça plutôt la problématique première. Alors, tu es pour le garder, Jael El Qadri, parce que bon, il y a des émissions en Tunisie où on parle du fait, pourquoi pas le remplacer, c'est le moment ou jamais, et d'autres qui disent non, c'est lui qui nous a qualifié, qui a qualifié la Tunisie en Coupe du Monde, il faut le garder. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne sais pas d'abord s'il s'est qualifié avec ses idées ou avec les idées de Monder Kebayer. C'est une vraie question qu'il faut se poser. La Tunisie a fait exactement la même chose qu'avait fait le Nigeria. Ils avaient limogé Gernot Rohr et puis ils avaient pris son adjoint et on a vu pour le résultat que c'était. Donc voilà, il a qualifié de manière très laborieuse la Tunisie. Bien sûr. On voit que c'est quelqu'un qui prend des risques. La Tunisie, elle s'est mise à jouer, entre guillemets, ou tenter d'être offensive dans les 15 dernières minutes. Elle aurait pu même perdre. Donc moi, je ne suis pas très confiant pour avoir Jael El Qadri. Alors après, là, aujourd'hui, on est en train de parler au mois d'avril. La compétition sera au mois de novembre. Est-ce que faire venir un entraîneur de nulle part qui ne connaît pas le football tunisien, est-ce que c'est la bonne solution? Rien c'est un peu trop juste. Après, on rebondit sur les questions. On en avait longuement discuté, notamment avec Raïd sur ce plateau de Monder Kebayer. Je pense que Jael El Qadri, dans l'esprit, le connaissant personnellement, mais je ne fais pas son procès parce que je le connais personnellement, que je pense qu'au niveau caractère, il convient le mieux à l'équipe que Monder Kebayer. Il a quand même une bonne expérience en Tunisie et également aux Émirats où il a côtoyé aussi d'autres joueurs tunisiens. Après, la question, comme on le disait, Raïd, elle est budgétaire. Aujourd'hui, le budget de la Tunisie ne permet pas d'amener le budget de la fédération, je le connais bien, il ne permet pas d'avoir un grand entraîneur. Aujourd'hui, Jael El Qadri, pourquoi ils en parlent dans les plateaux télévisés? Parce qu'il n'a pas le charisme d'affronter un Didier Deschamps ou un autre entraîneur. C'est juste ça. C'est une histoire de complexe. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est l'homme de la situation, mais c'est l'homme qu'il faut aujourd'hui à cette place. Maintenant, si demain on doit chercher un grand entraîneur, les grands entraîneurs, ils ont l'habitude de pouvoir s'adapter rapidement, c'est leur job. Mais aujourd'hui, tu n'as pas les capacités financières de le payer. Donc, si tu vires Jael El Qadri, si c'est pour ramener un entraîneur de la trompe de Linkens, etc., ça ne sert à rien. Non, voilà. c'est sûr. Si tu ramènes pas un Capello ou quelque chose en dessous... Qui fera avancer cette équipe. Oui, complètement. À un moment donné, il faut une vraie évolution. Comme le disait Tarek, des entraîneurs comme Linkens, où on a entendu qu'on était... Il y avait eu d'éventuels contacts avec l'entraîneur belge aussi de la Gambie après la CAN. D'ailleurs, il avait fait part de son amour, il avait fait une déclaration d'amour à la Tunisie. Exactement. Disant qu'il aimait la Tunisie. Mais il n'y avait aucun contact concret. Voilà. C'est ça, mais c'est pas, avec tout le respect que j'ai pour cet entraîneur, c'est pas avec ce genre d'entraîneur en fait qu'on va évoluer, qu'on va passer un palier. Aujourd'hui, Tarek il parle de budget, mais c'est le budget que la fédération décide, parce que de l'argent il y en a. Là aujourd'hui on s'est qualifié, il y a de l'argent pour prendre un autre entraîneur. Sauf que voilà, la fédération, il ne veut pas investir sur l'entraîneur. Voilà, il y a de l'argent qui vont dans la poche de certaines personnes, plutôt que d'investir cet argent dans un entraîneur. Maintenant, voilà, de toute manière, la Coupe du Monde, c'est dans 7 mois, 7-8 mois. On n'a pas le temps de toute manière de changer un entraîneur, c'est pas possible. Parce qu'il te faut, si tu ramènes un entraîneur, il te faut au moins un entraîneur qui a qualifié une équipe pour la Coupe du Monde. Ça a été le cas comme de Hervé Renard, de Vaïd Halilhodžić, mais il faut pouvoir les payer. Tu vois.
Ça, c'est le Ça minimum que tu peux avoir. Depuis 2006, la Tunisie n'a pas eu de grand entraîneur. Depuis 2006. Bon, il y a eu. Le il y a eu maire s'est Umberto arrêté Coelho. il y a eu Umberto Coelho en Umberto 2009. Coelho, on Coelho s'est en arrêté. 2009, oui. Bah oui, après, bon, on aura le temps d'en revenir plus tard. Mais c'est vrai que l'élimination en Coupe du Monde 2010 a fait extrêmement mal à la Tunisie. Il y a eu quand même des années de disette. Cette qualif de Coupe du Monde qui était à notre portée. Qu'au final, ça s'est pas fait, un petit peu comme l'Algérie avec le Cameroun. Et ça fait beaucoup de mal à l'équipe nationale. Parce que justement, on s'est habitué à avoir des grands entraîneurs. On a eu le maire, champion Juste du avant, il y monde, avait Casper adjoint, Jacques. champion d'Europe. Umberto Coelho qui était entraîneur du Portugal dans les années 2000. On avait de quoi faire. Puis après, au final, il y a peut-être eu, je sais pas, il y a peut-être eu un trou dans les caisses, je sais pas, il y a eu la révolution, Un manque etc. à gagner, économique. Ouais, et au dû final, fait on de s'est pas aller en Coupe retrouvé du Monde, avec des entraîneurs qui sont bons à l'échelle continentale, on va dire. Et après, si tu veux passer un palier et atteindre un 8e de finale de Coupe du Monde, malheureusement, c'est pas avec ce genre d'entraîneur qu'on pourra le faire. Très Mais bien. pourquoi pas croire en Kadri Un exploit. qui nous a fait plaisir quand même face au Nigeria à la CAN. Là, voilà, on a quand même. Quitte à perdre, les Tunisiens devraient jouer, tout simplement. Voilà, De tout toute simplement. façon, y aller pour défendre, c'est pas. Enfin, voilà. Non, mais puis il y a la volonté aussi du côté tunisien d'avoir un entraîneur tunisien. Ça aussi, c'est quelque chose Oui. qu'on ne souligne pas assez. Effectivement. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette volonté de dire on veut que ce soit un Tunisien qui prenne les rênes de l'équipe nationale. Alors peut-être pour des questions culturelles, c'est vrai que des joueurs qui sont du cru, et puis des sûr. franco-tunisiens ou des joueurs qui sont tunisiens avec une autre nationalité. Cette volonté. Moi, j'ai cru entendre le président de la fédération tunisienne disant que il était ouvert à toute candidature et que la personne qui voulait candidater était la bienvenue. Alors, il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est de la politique, ça. On verra. Aujourd'hui, il est il est mais pas- bon, quoi qu'il arrive, il est pas ouvert. les chances de la Tunisie sont Mais maître- limitées, objectivement. Oui, ils sont Maître- limités, c'est vrai que. Mais Maître Elachi, il a tout à fait raison. C'est vrai qu'on l'observe ça en Tunisie, même dans les équipes du championnat local, on privilégie toujours l'entraîneur tunisien par rapport à l'entraîneur étranger. Et ça, on ne l'a pas chez les voisins algériens. Aux Marocains, on a plutôt ce complexe en disant que l'expatrié, celui qui vient Oui, de oui. l'extérieur, Après, est beaucoup vision. plus compétent. Mais moi, ce que j'ai pu observer de ma propre expérience, c'est vrai qu'en Tunisie, on privilégie plutôt le local oui. en croyant vraiment qu'il est meilleur et plus adapté au championnat et au caractère justement des joueurs Oui, et tunisiens. puis. Voilà. Plutôt que. Parce que je l'ai entendu des fois de la bouche de certains présidents de clubs en disant non, on va pas ramener un étranger, il ne connaît pas les joueurs Ouais, puis. tunisiens et la mentalité. Et pour finir, avec ce groupe, c'est aussi un petit peu logique dans le sens où les entraîneurs tunisiens sont reconnus en fait dans le continent africain ou même en Asie. On va au Qatar, vous allez aux Émirats, au Koweït, Ah oui, avec des entraîneurs ils ont envahi le marché. tunisiens. Hein. Au Maghreb, c'est pareil. Au Maroc, Benzarti a fait de belles choses. Aujourd'hui, tu vois Mais je pensais à lui, Khaled justement, Ben Yahya au Benzarti. MCA. Mhm. T'as des Tunisiens Il y avait partout. En Kouki à Libye, c'est Sétif. pareil. Kouki à Sétif. Bon, Au final- c'est pas la compétence qui manque alors. C'est pas. Moi, je pense que D'un point de vue Benzarti, continental. mais D'un point de après, vue ce continental, ouais. ce Niveau qui mondial, représente c'est autre chose. Benzarti, ça y est, ils en ont marre. Les joueurs, la fédération, son caractère, il n'est pas compatible avec on va dire, la génération actuelle. Mais Benzarti, voilà, c'est quelqu'un, aujourd'hui, je pense qu'en Tunisie, qui a, on va dire, ce statut pour pouvoir emmener une équipe à la Coupe du Monde de la Tunisie. Mais je vois que lui aujourd'hui. Bon, good luck à la Tunisie. On va passer au groupe E. L'Espagne, l'Allemagne, le Japon, Costa Rica ou Nouvelle-Zélande. Bon, c'est le groupe le plus relevé. Ouais, c'est le groupe de la mort. Pour moi. C'est Le le groupe de la groupe mort. où il y a le moins de chance, je pense, pour nos amis japonais et nos amis de la CONCACAF, donc sûrement le Costa Rica. Je pense que là, l'Espagne et l'Allemagne sont clairement les favoris et qu'à mon avis, il n'y aura pas trop de surprises. C'est le dans premier ce match, groupe. Espagne-Allemagne. Ouais. Ouais. C'est le premier match, donc. Ça va permettre de jauger. ouais, dès- ça va. dès On va tout de l'ouverture. suite rentrer dans le vif du sujet avec Mhm. deux équipes qui montent en puissance, deux équipes plutôt jeunes sur le papier. Tout à Mhm. fait. Tu les vois comment, toi, Khaled? Bah moi, le précédent que j'ai, c'est la Coupe du Monde 94, où l'Espagne et l'Allemagne s'étaient affrontés. Alors d'autres générations, Ouais. bien sûr, et je crois qu'ils étaient restés sur un match nul. Bon, je vois la Mannschaft se qualifier avec la Roja, ça pour moi c'est indéniable. Qui va gagner entre ces deux équipes, c'est extrêmement compliqué de le dire. Bon, un match nul, on ne sait pas. Par contre, effectivement, je rejoins complètement Raïd, très compliqué pour les Japonais, même s'ils sont très très bien tactiquement. Et puis, ils ont de l'expérience aussi. Voilà, les ils ont de Japonais, hein. l'expérience. Bon, mais
En fait, le problème, je ne sais plus qui est-ce qui évoquait ça, qui parlait un peu de cette mentalité des joueurs japonais. C'est-à-dire qu'ils respectent trop le jeu, qu'ils respectent trop les règles du jeu. Ils n'ont pas de vie. Ils sont trop disciplinés. Ils sont trop disciplinés. Voilà. Ouais. Et que ça, au mondial, manque, ça peut bien leur sûr. poser un problème. Le Costa Rica, alors aussi, s'ils ressortent, c'est une belle génération. C'est un beau football, le football du Costa Rica. Ils ont écrit de belles pages à Coupe du Monde 90, Mondial 2014. Ils ont Quart de finaliste. voilà, hein, quart de 2014. finaliste 2014. Donc, pas les mêmes joueurs, ils ont écrit, mais ce sont des équipes que je vois vraiment en dessous de l'Allemagne et de Le l'Espagne. Japon qui avait perdu contre la Belgique en 2018 lors d'un match où il menait 2-0 3-2, ouais. Ça, et ouais, qui c'est ça. perd 3-2. Mais qui au final se sont qualifiés qui était alors je crois que c'était en phase de groupe ça hein. Ah non, c'était Non, non, quart C'était de en c'était finale. huitième de finale ouais huitième de C'était en finale huitième. Ah, hein. huitième, c'est autant ça. pour moi, Ouais, ouais. quart de finale, c'était Brésil. C'est Brésil. Voilà, Belgique. Brésil-Belgique. mais oui le Japon justement qui avait 3-2. éliminé le Sénégal en 2018 faut pas l'oublier Oui. donc c'est une équipe qui est souvent habituée de toute façon à la Coupe du Monde Bien sûr. qui fait des huitièmes de finale après dans une Coupe du Monde dans une compétition il y aura toujours des surprises maintenant clairement dans ce groupe je vois pas l'Espagne ou l'Allemagne se faire éliminer, surtout quand on voit aujourd'hui la forme de cette équipe d'Espagne entraînée par Luis Enrique. L'Allemagne qui seront toujours là, je vois pas l'Allemagne se faire encore éliminer au favori. premier tour, c'est pas possible. Donc voilà, je pense qu'il y a les deux gros favoris et ensuite il y aura un match de gala, on va dire, entre le Japon et le vainqueur du barrage pour la troisième place. On va passer au groupe F, Belgique, Croatie, Maroc, Canada. Tarek, qu'est-ce que tu en penses de ce groupe homogène là aussi? Homogène, en espérant que les Marocains vont pas subir, mais je pense pas au vu du lieu de la Coupe du Monde, on va dire les antécédents d'arbitrage qu'ils ont eu contre le Portugal et l'Espagne. Canada, une équipe qui monte en puissance, culture plus américaine que française, et qui Le Canada investit. oui, Qui investit, qui a deux franchises, deux équipes qui jouent dans la franchise MLS, qui est l'Impact Montréal et Toronto. L'Impact Montréal qui sont là depuis longtemps, qui ont ramené des Nesta, l'ami aussi Hassoun Camara, bonjour à lui s'il suit l'émission. Et ils ont ramené quand même des joueurs qui étaient en fin de carrière, mais voilà, qui essayent de se développer de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est un peu la consécration. Maintenant, on va voir ce que vaut, mais je pense que le manque d'expérience va faire qu'ils vont peut-être pas passer ce tour-là. Après, ça reste quand même un groupe serré. Même, je trouve que c'est quand même un groupe accessible pour le Maroc pour la deuxième place. La Croatie, c'est pas du tout la Croatie d'il y a 4 ans, avec beaucoup de joueurs qui ont arrêté. La Croatie qui a éliminé pour se qualifier en dernier match, un match qui était très serré. Alors j'ai un Alors eux, ils sont pas passés par les barrages. Les Ils sont pas Croates, passés par les barrages, ils sont arrivés qualifiés directement. Et rappelez-moi, il y a eu un 2-1 Croatie. Exactement. Croatie-Tunisie, il y a eu un 2-1. Oui, C'était avant un la match CAN amical. 2019, ouais. C'était un match C'était en amical. Croatie, ouais. Ouais. C'est ça. Et la Ça, Tunisie je avait raté un penalty, je crois. Et On avait gagné la 2-1. Tunisie m'avait impressionné, justement, où ils les avaient C'était, mangés dans le jeu. Ouais, c'était avant la Je sais pas CAN si vous vous en souvenez. 2019. C'était Oui, avant oui, la je CAN. m'en Et rappelle c'était très bien. impressionnant, C'était l'équipe de sous Croatie. Alain Giresse. Oui. Après, le Canada, je pense que clairement, c'est un peu à l'image du Panama en 2018, une équipe Oui, c'est ça. qui va découvrir la Coupe du Monde. Une équipe qui pour moi largement à la portée du Maroc. Je pense que le Maroc, le match qui va être décisif, c'est face à la Croatie. Et honnêtement, je pense que le Maroc, ils ont leur chance, un peu comme nous avec le Danemark. Donc la Belgique, ça reste quand même le grand favori. Après, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici là pour le Maroc. Est-ce que Vaïd va enfin arrêter de faire la tête dure et avec Ziyech et Mazraoui, parce que honnêtement, avec les deux, il y aura quand même du changement pour le Maroc. Ça reste Tu quand même. penses Mais si aujourd'hui, lui, en tant que sélectionneur, il se dit, voilà, moi je me suis qualifié sans ces joueurs-là, ils ne m'apportent rien dans mon système de jeu. Après, c'est son droit. C'est vrai que quand tu as des joueurs, en tant que supporter, c'est frustrant. Mais oui, C'est comme si du côté de la Tunisie, on avait un Ben Arfa ou un Ben Yedder qui n'était pas convoqué. C'est vrai. C'est vrai, mais si lui, en tant qu'entraîneur, on le voit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde, le Burkina Faso. Il y a un gros problème maintenant au Burkina Faso parce qu'il y a des guerres d'ego. Et aujourd'hui, Bertrand Traoré, qui est quand même la star, qui est en conflit avec Banzé et même avec tous les joueurs parce qu'il vient, il fait la star. Clairement, aujourd'hui, certains veulent qu'il soit écarté. Mais demain, c'est sûr que tu écartes Bertrand Traoré, tu prends toute la colère des supporters. Mais si lui, le coach, il se dit, j'ai perdu 5-0 contre le Kosovo, 3-0 contre la Belgique, c'était là, il y a une semaine. Ouais. Et, c'est en partie à cause de Bertrand Traoré et de ce qu'il apporte dans le vestiaire.
Tu vois, il y a aussi cette question-là. Après, c'est compliqué parce que C'est compliqué en tant qu'entraîneur. En tant que supporter, on veut que Ziyech soit là. C'est ça Mais en reste tant quand même un top qu'entraîneur, on ne joueur. sait pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est, Toi, tu es entraîneur. Il y a un joueur qui te fait chier, peu importe ce qu'il représente. non, Et mais à un moment donné, il a un dilemme. on a eu La, les la cas en Croatie France. qui a battu la Russie. Hein. On a eu la le cas en Russie, France voilà. avec Benzema. D'accord. Avec Merci Benzema. Anis pour cette Voilà, donnée non, mais je statistique, cherchais c'était depuis tout important. à l'heure. Non, Qu'est-ce que mais, t'en penses, toi, Khaled, de ce groupe? moi, je trouve que c'est un groupe qui est homogène. D'abord, Belgique-Maroc, ça va être un beau derby, parce qu'il y a une grande communauté marocaine qui habite en Belgique. J'allais te dire. Et au Canada aussi. Et au Canada. Donc les supporters vont être très contents. J'ignorais pour le Canada, mais Oui. vraiment, ça va être un derby. Ça Mhm. va pas être aussi facile qu'on ne croit pour la Belgique, même si effectivement, elle est au-dessus. Et je rejoins plutôt Raïd. Alors, c'est pas une Croatie si vieillissante que ça, parce qu'ils ont encore quand même pas mal de joueurs qui ont 27, 28 ans, qui sont à leur top forme pour l'instant. Je pense à des Perisic, par exemple. Et donc, du coup, c'est un match qui va se gagner sur la tactique. Mais le Maroc a les outils, d'ailleurs, avec ou sans Ziyech. Bon, avec Ziyech, c'est mieux. Mais même sans, le Maroc peut faire quelque chose. Même de manière générale, mon propos, hormis pour la Tunisie et peut-être le Ghana, c'est les plus grandes chances africaines, c'est cette Coupe du Monde selon moi pour les huitièmes de finale. D'accord. Je suis complètement d'accord. En mettant le Maroc, Moi, selon toi... je vois Belgique, Maroc et, Belgique-Maroc. et une Croatie qui sort au premier tour. Ce serait une Et c'est pas, surprise. et c'est pas le choix du cœur. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont des top joueurs. Hein. Le Maroc, c'est une sélection qui travaille depuis un moment. Et c'est un groupe, effectivement, qui est beaucoup plus homogène qu'on ne croit. Alors, parce qu'on a toujours tendance à voir les groupes à l'aune des noms, finalement, du prestige, etc. Puis il faut regarder les résultats. Bien sûr. Tarek l'a dit, parce que les équipes nord-africaines, elles sont extrêmement compliquées à jouer. Et puis on a aussi ce contexte du fait de jouer au Dans un pays Qatar. arabe, Ça presque joue à domicile. énormément. Ça joue, bien Ça sûr. joue énormément, Bien où sûr. là, le public... Il y aura déjà cette atmosphère orientale un petit peu, et du coup, voilà. Exactement. C'est pas comme s'ils jouaient en Argentine ou en Norvège, la Coupe du Monde. Là, il y a quand même, C'est au Maroc, ouais. Ouais. Ça va être, il y a quand c'est même comme une si c'était au ambiance. Maroc. Voilà, Pour exactement. l'ensemble de ces éléments, et on voit comment est chaud le public marocain, combien il peut être chaud. Moi, pour l'ensemble de ces éléments, je pense que le Maroc peut créer la surprise. Alors, battre le Canada, moi, je pense que le Maroc le fera, effectivement. Et puis, le D'accord. Canada, il se qualifie, mais ils étaient vraiment à 2026. Et puis, une surprise. Et puis, moi, je pense à Roger Lemaire, juste pour en terminer. Il avait toujours dit qu'avec 4 points, on passe en Coupe du Monde. C'est-à-dire une victoire et un Ouais, nul. Match nul. Voilà, C'est possible. le Maroc, je dis pas qu'ils vont nécessairement battre la Croatie, mais ils peuvent accrocher la Croatie ou la Belgique et battre le Canada. Et ça Mhm. suffit pour aller en huitième. Très bien. Good Exactement. luck au Maroc. On va passer au groupe G. Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun. Très rapidement, bon, là on a le Brésil qui est archi favori, je pense. Ouais. Peut-être même un des favoris de cette Coupe du Monde, Tarek. Tu disais Brésil, Suisse, pardon. Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun. Très difficile pour le Cameroun. Ça va être compliqué. Le Brésil, vraiment, je les vois moi favoris pour cette Coupe du Bien Monde. sûr. Je sais pas pourquoi, mais je les vois favoris. C'est pour moins cette- étincelant sur Ou le c'est papier qu'avant, Oui, mais c'est solide. C'est solide. et Je c'est, sens qu'il y a quelque ça arrive à chose qui se maturité. passe. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Bon, Neymar, après, on verra. Il y a l'équation Neymar. On va voir s'il va être au top ou pas durant cette Coupe du Monde. Il y a Vinicius qui est en forme. Le Brésil, de manière générale, c'est Bien une très sûr. bonne équipe. Le Cameroun, ça va être compliqué. Attention à la Suisse. Attention à la Suisse, c'est toujours une équipe qu'on pense pas et qu'on met un peu de côté sur nos têtes, mais qui est assez rigoureuse, qui passe très souvent le premier tour. Et qui Et monte qui en ont- puissance depuis ces et qui dernières monte en années, hein. puissance et qui a toujours été une équipe sérieuse, pas avec des grands joueurs, avec un championnat très moyen, mais qui répond toujours présente, qui a toujours cassé les pieds à l'équipe de France. Et justement, c'est elle qui sort l'équipe de France avec toute l'arrogance que peut avoir l'équipe de France auprès de la Suisse, qui est un petit pays. Il faut faire attention. Moi, je vois Brésil-Suisse dans ce groupe-là. Et toi, Khaled? Moi, je partage l'avis de Tarek. Je vois la Suisse devant la Serbie. Compliqué pour le Cameroun. Alors, j'ai lu quelque part, Joseph-Antoine Bell disait que le problème du Cameroun, c'était pas le Brésil, mais c'était les deux autres équipes. Et moi, je le rejoins tout à fait. Brésil complètement intouchable. Et puis une Suisse. Alors, parce qu'il ne faut pas confondre l'Euro et la Coupe du Monde. Hein. Et puis, il y a du temps qui a passé. Donc voilà. Mais sur les certitudes du jeu, je vois quand même la Suisse au-dessus de la Serbie. Même si la Serbie a fait une belle campagne de Qui a qualification. éliminé le Portugal. Hein. Voilà. Mais, Enfin, qui a éliminé, oui, mais qui enfin, est arrivé sorti première, premier. Bien Voilà. sûr.
Mais la Serbie, à chaque fois en Coupe du Monde, ça a toujours été un peu laborieux. On est très loin. En fait, ces dernières performances, c'était la Yougoslavie en 1990. C'est ça. Et voilà, et puis depuis la Serbie, c'est compliqué. Donc, Raïd, un petit mot sur ce groupe? Oui, après, je suis pas forcément d'accord avec Tarek pour le Brésil. Je pense pas qu'ils iront au bout, le Brésil. C'est mon impression Faut pas personnelle. oublier qu'il y a 4 ans, c'était pareil. Ils sont arrivés en Coupe du Monde avec une belle série de victoires, avec de la confiance. Puis ils s'étaient fait éliminer par la Belgique. Moi, je les vois pas gagner la Coupe du Monde, le Brésil, malgré leur très belle équipe. Après, je suis un peu d'accord avec Tarek et Maître Elachi. Je vois bien la Suisse finir deuxième. Pour le Cameroun, je pense qu'il n'y a aucune chance au vu de ce qu'ils ont proposé, que ce soit à la CAN ou même avec les barrages face à l'Algérie. Je les vois pas, je les vois pas en huitième de finale. Pour la Serbie, comme l'a dit Maître, c'est vrai que ils ont eu un beau parcours. Ils avaient quand même coiffé la première place aux Portugais. Ouais. Mais de ce que je vois ces dernières années, franchement, la Suisse, c'est solide, c'est discipliné. Et ben, ils ont d'ailleurs fini devant l'Italie dans la phase de groupe. Donc je verrai le Brésil et la Suisse dans ce groupe G. Sachant Très qu'il y aura un engouement, excuse-moi de te couper, il y aura un engouement aussi autour du Brésil. Il faut pas oublier que nos amis les Moyen-Orientaux sont des fidèles supporters du Brésil. Après le Qatar, bien évidemment. Bah écoutez, on verra en tout cas le Avec Brésil. beaucoup d'entraîneurs et joueurs brésiliens qui jouent dans leur championnat respectif. Le Brésil qui a terminé premier, enfin il reste encore un match de qualification Mmh. contre l'Argentine qui comptera pour du beurre. Hein, mais, Ils sont moi, je qualifiés d'emblée. Dernier groupe, le groupe du Portugal. Portugal, Uruguay, Corée du Sud et Ghana. Là aussi, c'est très homogène hein, avec l'Uruguay, la Corée du Sud et le continent africain qui sera représenté par le Ghana. Le Ghana qui s'est qualifié, bon, c'est un peu à l'image de la Tunisie. C'était très poussif, qui a fait que défendre contre le Nigeria. Tu vois comment ce groupe Raïd? Bah écoutez, déjà concernant le Ghana, c'est un peu comme le Cameroun. Je pense pas les voir au deuxième tour. Honnêtement, c'était une grosse surprise d'avoir éliminé le Nigeria. Je pense que les Portugais, les Uruguayens passeront. Les Uruguayens voilà, je pense que c'est la dernière pour Suarez, c'est la dernière pour Cavani. Je pense qu'ils auront à cœur quand même de faire un huitième de finale. Les Coréens, c'est un petit peu comme les Japonais, voilà, très disciplinés. Je- Pourquoi pas une surprise hein. De toute façon, ça se jouera avec l'Uruguay. Je pense que les Portugais, ils finiront premiers. Les Portugais, par exemple, je les vois aller très loin. Portugais, je les vois moi, je les vois aller très loin. Ils ont quand même une Sur le armada papier- offensive sur impressionnante. le papier, les Portugais, c'est vraiment une des meilleures équipes européennes, hein, voire mondiales Je aujourd'hui. pense que ouais, il y a Ronaldo, João Félix, Bruno Bonne Fernandes, Mhm. C'est une Diogo grosse culture Jota, de c'est football. Ils ont c'est la culture de la impressionnant. gagne. c'est impressionnant. Après, ouais, je vois le Portugal, Uruguay. Après, ouais, le Ghana, franchement, de part de ce que j'ai vu à la CAN, où c'était vraiment. Pour moi, ça me surprend encore de les voir éliminer le Nigeria. Donc, je verrai quand même le Portugal et l'Uruguay. Uruguay. Et d'ailleurs, mauvais souvenir, on va dire, de la Coupe du Monde 2010, hein, où les Uruguayens avaient éliminé le Ghana en quart et nous avaient privé Sur la d'une fameuse sixième main de place. Suarez. Ouais, nous Exactement. avait privé d'une sixième place zone Afrique. Khaled. Oui, bah, Ghana qui avait aussi, Uruguay qui avait aussi éliminé le Portugal, je crois de mémoire, en quart de finale à la dernière Coupe du Monde. Oui. Bah là, moi, j'ai un peu un avis différent. C'est un groupe que je trouve très très homogène. Alors après, effectivement, il y a deux façons de voir les choses. Soit on regarde strictement les résultats. On dit bah ils ont perdu contre les Comores à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Ils se qualifient sans gagner en faisant 2 matchs nuls, mais j'ai envie de dire c'est le jeu. Encore fallait-il aller marquer à Abuja et tenir le Bien sûr. Nigeria en respect. Donc et puis il y a aussi l'histoire, la culture du Ghana en Coupe du Monde. Et faire une performance contre la Corée du Sud, ça me paraît pas impossible. Et faire une performance, que ce soit alors, contre le Portugal, ça me paraît compliqué, mais contre l'Uruguay, ça me paraît pas non plus impossible. Et Surtout là, qu'il y a cet esprit de revanche aussi. voilà. hein, il y a ce côté, Exactement. Alors peut-être que ça peut, parce que l'histoire ça compte dans les Bien matchs sûr. de foot. Maintenant, ce sont pas les mêmes joueurs. Il y a Oui, du temps oui, qui a ça passé, change. etc. Mais ça peut être un élément de motivation et de mobilisation des joueurs. Et encore une fois, comme pour le Maroc, avec 4 points, on peut passer. Et paradoxalement, le Ghana, c'est peut-être l'équipe qui est la plus faible, qui s'est qualifiée le plus laborieusement, mais dans un groupe qui est homogène, qui est ouvert. Et le Ghana peut passer. Alors encore une fois, ils n'ont pas les faveurs du pronostic, mais ils peuvent battre les Sud-Coréens, pardon, faire un nul contre l'Uruguay et perdre contre le Portugal et se qualifier. Et
pas sûr que les Uruguayens, eux, de leur côté, battent les Surtout que les Sud-Coréens. Surtout que les Uruguayens arrivent sur une fin de cycle, Tarek. Ouais, complètement. Après, je partage l'analyse de Maître Elaché. C'est vrai que si on part sur ce qu'a dit Roger Lemaire, il faut 4 points pour se qualifier. Oui, complètement. C'est largement possible. Après, les Coréens, faut pas les mettre de côté non plus. Des fois, ils sont chiants aussi. Ils ont quand même des joueurs offensifs qui sont intéressants. Heung-min Son, hein, de Et pour Tottenham. répondre à ta question, oui, les Uruguayens, c'est de la fin de cycle. Donc ça va être qui tout double. Soit ils vont passer à la trappe, soit ils vont se qualifier. Les Portugais, ils vont terminer premier du groupe naturellement, mais ça va se jouer entre l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana. Je partage la même analyse. Le Ghana, on ne sait jamais. Hein. Surtout qu'il y a Kevin Prince Boateng qui revient, Ah qui bon lui est Ah oui, lui il vient que pour les Coupes du Monde. qui est ultra motivé quand il vient et qui marque toujours des buts d'anthologie. Il était déjà là en 2010. Oui, mais il vient tout le temps, lui. Il vient pour les Coupes du Monde. Il fait ses 3 matchs, après il rentre. Quoi. Et donc un groupe assez serré, en tout cas pour les 3 dernières équipes. Corée du Sud, Uruguay. Tout le monde a sa chance pour Tout le terminer monde a sa deuxième. chance parce que, Derrière comme le tu l'as Portugal. dit, Moi, je l'Uruguay, pense. c'est de la fin de cycle. Pas sûr que Suarez, Moi, je suis Cavani pas- fassent des prouesses. Moi, je suis pas d'accord. hein. Je pense vraiment que Oui. le Ghana n'a pas beaucoup de chance. de se Moi qualifier. non plus, mais sur une Coupe du Monde, sur 3 matchs comme ça, tu On sais, le pensait la Ghana, même chose ça reste... contre le Nigeria et puis Voilà. ils sont passés contre Voilà. le Ouais, Nigeria. C'est c'est vrai. ça. Pour Mais moi, là, le aujourd'hui, niveau, c'est il- très très moyen le Ghana. Hein. Comme je le rappelais dans la dernière émission, ils se sont fait sortir par le Soudan. Bah, tu perds pour contre les les Comores, qualifications, là, tu vas te retrouver face oui. à Suarez ou Cavani. Mais là, ils viennent avec un esprit Coupe du Monde. Et le Ghana en Coupe du Monde, ils ont cette expérience-là. Il y a Boateng qui revient. Ils Ouais, vont se remettre en question, je pense. Et ça reste quand même une grande nation Non, mais c'est sûr africaine. que sur le papier, ils sont en dessous de l'Uruguay. C'est-à-dire que parce que encore une fois, la Coupe du Monde, ça va pas être au mois de juin, hein, ça va être au mois de novembre. Exact. Et C'est vrai, il y a du temps encore. Il y a si du on se temps base pour sur se ce qu'on a préparer. vu, effectivement, Uruguay. Mais voilà, les équipes africaines aussi, elles ont un caractère imprévisible. Elles Exactement. sont capables parfois de performer. Donc je dis, n'enterrons pas 2010, trop vite, le qui Ghana. les aurait vus en quart de finale et aux portes des demi-finales si Gian Exactement. n'avait pas raté son penalty. penalty. Exactement. On va terminer avec cette Coupe du Monde. Très rapidement, un favori pour vous ou 2 favoris pour cette Coupe du Monde? Khaled, on va commencer Moi, par je toi. vois bien la France et l'Espagne. France-Espagne. Si la malédiction ne tombe pas sur le champion La du monde en titre. France-Espagne qui peuvent se rencontrer qu'en finale. Hein. Ouais, bah, moi, Ils peuvent se rencontrer qu'en voilà. finale. Moi, D'accord. France-Espagne. Moi, je vois la France vraiment, c'est au-dessus vraiment de beaucoup, même de toutes les équipes hein, pour moi. Hein. C'est impressionnant. Offensivement, c'est incroyable. D'accord. Après, je vois la deuxième équipe, le Brésil. Je sais pas, je les sens bien. Raïd. France ou Belgique? Ah, Belgique aussi. Ouais. Belgique, C'est vrai c'est que leur Belgique- dernière chance. Ouais. C'est vrai qu'on les a oubliés, mais c'est le moment ou jamais. Hein. Parce que la Belgique- génération, sinon, c'est fini. Belgique, comme on en parlait, c'est beaucoup d'individualité, mais la mayonnaise, elle prend qu'à moitié en fait, tu vois, elle prend pas complètement. C'est une équipe qui peut aussi marcher sur... Mais ils ont des défaillances à certains postes. C'est ça aussi Ouais. le problème en Belgique, c'est que tu peux avoir un Lukaku devant et un Bon, latéral... défensivement, surtout la les France, latéraux elle a qui, gagné avec Voilà, Pavard, tu peux avoir un latéral droit qui est vraiment pas de bas niveau, mais de très moyen niveau. Tu vois, c'est ça aussi le problème de la Belgique. Très Alors bien. que l'équipe de France, on a des postes doublés, triplés. La, vrai. On peut faire 2 équipes, quoi. la Belgique, incroyable. c'est l'éternelle promesse qui ne se réalise pas. On attend. On Exact. attend, en tout cas c'est leur dernière chance. On a fini avec cette Coupe du Monde et on va passer maintenant aux compétitions africaines. La Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. Donc la Ligue des Champions, bon, on y est, on connaît nos 2 qualifiés, les quarts de finale qui arrivent très prochainement. Le groupe A, c'est le groupe de El Ali. Tout le monde voyait El Ali loin devant, qui sortait d'une Coupe du Monde des clubs plutôt satisfaisante et qui s'est qualifié en 2e position derrière l'équipe sud-africaine. Qui a de battu Mamelodi. El Hilal hier 1-0. Exactement, Du qui a Soudan. battu l'équipe soudanaise 1-0, tout comme El Ali qui a gagné son match contre l'autre équipe soudanaise 1-0. Raïd, Bah, ça fait 2 années hein, que l'Ali finit 2e de leur groupe, hein, qui remporte au final la Champions League. Donc je suis pas surpris ou choqué plutôt de voir cette équipe du Caire finir 2e.
Il faut aussi ne pas enlever le mérite à cette équipe sud-africaine de Sundowns, hein, qui a, comme l'année dernière, a survolé son groupe. J'ai un petit peu vu leur match face à Almeria durant cette dernière journée. Ça va extrêmement vite devant. C'est 3 beaux buts. C'est une équipe qui bizarrement, ces 2 dernières années, ont perdu en quart de finale face au Al. Donc cette année, ils auront la chance de pas tomber sur eux. Donc je les vois clairement dans le dernier carré. Bon, le Al, le club qui va avoir entre guillemets la malchance de tomber sur cette équipe, ça va être, ça finira avec un choc, hein. Louis Dead Ali, Espérance El Ali ou On y Raja, reviendra après. ça Oui, sera quoi qu'il effectivement. arrive un C'est choc. l'équipe vraiment à éviter, El Ali. Hein. Clairement, c'est les doubles champions d'Afrique, c'est 10 Ligues des champions africaines. Bon, on n'a pas encore vu un club qui gagne 3 fois la Ligue des champions d'affilée. Honnêtement, je vois quand même pas cette année les Égyptiens s'imposer. Il y a quand même des équipes qui sont un petit peu un ton au-dessus. On voit qu'Al Ali passe, mais c'est vraiment à l'expérience. Et voilà, je pense qu'ils sont émoussés, ils ont eu un calendrier extrêmement chargé. C'est peut-être dû au calendrier, Oui, peut-être que notamment avec les énormément. qualifications. Énormément. C'est ça aussi qui les a usés. Hein. Voilà, hein, La Coupe d'Afrique, les qualifications Coupe du Monde, ça les a usés un petit peu. bien Sachant sûr. que la plupart des joueurs qui composent l'équipe nationale d'Égypte sont quand même issus de ce club-là. Voilà, après, je suis d'accord avec l'analyse de Raïd, ils sont un peu émoussés. Je ne sais pas s'ils vont tenir jusqu'au bout. Et des équipes comme Mamelodi Sundowns, etc., qui reviennent sur la scène, quoi. Et peut-être que ce sera leur année. À voir. Sûrement leur année. Khaled, un petit mot sur ce groupe ? Oui, un petit mot. Effectivement, Sundowns, un peu le renouveau du football sud-africain en club qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. On se rappelait les Kaiser Chiefs, justement Sundowns il y a quelques années, Orlando Pirates avec la grande époque des Mark Fish. Voilà, tout ça c'est un peu derrière nous, mais donc il y a un retour. Les tauliers de la Coupe de la Champions League africaine, effectivement, l'Ahli. Alors, il ne faut pas se tromper, hein. Les matchs de poule, c'est pas les matchs à élimination directe. Donc voilà, ils ont l'habitude de performer, sont des équipes aussi qui peuvent nous donner l'impression d'être malmenées, mais qui gèrent et qui obtiennent le résultat dont elles ont besoin, et puis elles se qualifient, elles passent. Donc effectivement, passer deuxième, c'est pas dirimant en soi, mais oui, c'est une équipe qu'on pourra retrouver dans le dernier carré, effectivement, Après, pour football finir, égyptien. pas eu de surprise dans ce groupe, hein, les 2 clubs soudanais étaient quand même outsiders. On va retrouver, pourquoi pas retrouver même ces 2 clubs en finale, hein. C'est vraiment 2 gros d'Afrique, hein. Sundowns qui a gagné la Ligue des Champions en 2016, qui sont là tous les ans, en quart de finale, voire au dernier carré. L'année dernière, c'était une finale El Ali contre Kaiser Chiefs, équipe surprise, qu'on n'attendait pas du tout, hein, qui s'était qualifié vraiment à la dernière journée, qui avait pris un 4-0 face au Wydad à la maison, et qui au final qui est monté en puissance, qui au final élimine le Wydad en demi-finale. C'était vraiment une compétition très particulière, et une équipe qui au final, c'était vraiment un coup de chance, hein, on peut le dire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui elle n'est pas en Ligue des Champions. À la Coupe de la CAF, je sais même pas si elle est présente ou non. Donc voilà, deux équipes vraiment à suivre, et sûrement un choc qui va arriver pour l'Ahli, hein, qui a fini deuxième et qui pourra pas éviter les grosses cylindrées. Et pour revenir sur les propos de Khaled, c'est sûr que les phases de groupe ne sont pas à partir des quarts de finale tout chamboule, hein. On se rappelle l'année dernière une équipe comme Simba qui faisait forte impression et qui avait battu El Ali et qui les avait écrasés 3-0 et qui derrière se fait éliminer très rapidement. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Le groupe B, donc c'est le groupe du Raja Casablanca, Sétif, Amazulu, donc une autre équipe sud-africaine, et Oroya, équipe guinéenne. Le Raja qui termine très fort, en première position avec 15 points, et juste derrière Sétif 9 points. Les 2 équipes étaient qualifiées, ils jouaient hier, donc il fallait que Sétif gagne de 2 ou 3 buts d'écart pour arriver première. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match, sans surprise, Sétif, gros bordel, hein, depuis 2-3 ans au niveau du club. Comme je l'avais répété plusieurs fois ici, c'est en moyenne au moins 14 mois de salaire impayé. Jusqu'à aujourd'hui ? Jusqu'à aujourd'hui. Incroyable. D'ailleurs, petite info, ils nous ont contactés pour mon coach Hubert Velud, mais on a refusé.
D'accord. pour pouvoir animer justement l'équipe là pour ce match-là et après les quarts de finale. Sétif qui est entraîné par l'entraîneur tunisien. Qui a été limogé. Qui Qui a était été limogé, Nabil limogé, Kofi. c'est pour ça quelques qu'ils semaines. ils nous ont quand même mis un peu la pression pour qu'ils puissent rejoindre les rangs parce que Hubert était déjà passé par Sétif, il avait fait champion d'Algérie, meilleur entraîneur. À cette époque-là, c'était en 2013. 2013. Voilà, mais aujourd'hui, au vu de la situation, on va dire, économique du club, mais de la situation du football algérien de manière générale, on a décliné cette offre-là. Mais c'est à l'image un peu de Sétif aujourd'hui, voilà, des salaires impayés. C'est quand même énorme hein, quand on parle 14 mois de moyenne. Il y en a, c'est 24 mois. Il y en a, ça fait 2 ans, ils n'ont pas vu un dinar. Donc, des fois, on leur balance 2-3 primes comme ça pour qu'ils puissent se calmer. C'est quand même surprenant parce que de les voir arriver à ce stade, quand on voit quand même qu'il y a des problèmes financiers dans d'autres clubs. Mais il est là, en fait. Ils se retrouvent en quart de finale. en fait, malgré C'est tout. qu'il y a du potentiel. En fait, oui, il y a du potentiel. Le joueur en général, le joueur algérien, c'est quand même un joueur à potentiel, notamment sur la scène continentale et aussi sur le plan technique. Mais le souci, c'est que si, bien évidemment, c'était mieux structuré, c'est un problème organisationnel, hein, Sétif, mais c'est pas les seuls. Hein. Les 90% des clubs en Algérie aujourd'hui, comme je l'ai dit, à part le CRB que l'Espérance a rencontré, on en reparlera après, et le Paradou aujourd'hui, qui a une autre politique, qui est plutôt sur une politique de formation, le reste, ils sont à la ramasse. Il y a la JSK qui revient. Enfin bref, mais ça ne m'étonne pas, en fait, sur le résultat. Ça ne m'étonne pas parce que Sétif, ils avaient les capacités d'être premiers du groupe, mais avec tous les problèmes. Et aujourd'hui, les joueurs, la seule raison pourquoi ils jouent aujourd'hui, c'est que pour eux, la Ligue des Champions, c'est une vitrine. Et demain, ils espèrent avoir une offre venue d'ailleurs, notamment des Émirats, du Golfe plutôt, pour partir et régler une bonne fois pour toutes leurs soucis financiers. Très bien. Khaled, un petit mot sur ce groupe? Oui, moi sur ce groupe, l'ESS, c'est une équipe que j'aime beaucoup. D'accord. Vraiment avec un L'ESS jeu... qui a remporté la Ligue des Champions 2014. 2014. Donc c'est une équipe que j'aime beaucoup, qui a vraiment un style de jeu qui lui est propre, très tourné vers l'offensive, avec des belles combinaisons, des belles séquences de jeu. Alors j'ai vu moi aussi le match. Bon, ils sortent deuxième, j'ignorais tous ces problèmes organisationnels et de primes qui ne sont pas payées. Mais sur le plan footballistique, c'est une équipe qui me plaît énormément. Donc voilà, elle sort deuxième avec les moyens du bord, je trouve que c'est extraordinaire. Et attention, elle peut passer les tours suivants sur un match aller-retour. Surtout que c'est une autre compétition, à partir des quarts, on ne cesse de le dire. Une équipe qui pratique un beau football. Une petite mention spéciale pour le public Rajaoui hier. Et celui du Wydad juste connus, avant. hein. C'est incroyable. Ils sont connus. Hein. D'ailleurs, ils ont fait les déplacements. Non, ils étaient présents lors du match Maroc RDC pour les qualifications Coupe du Monde. Mais vraiment là, au niveau club, enfin on va laisser les équipes nationales de côté, niveau club c'est incroyable. Le public du Raja du Wydad font vraiment partie des meilleurs. Je pense que la fédération marocaine aujourd'hui elle met tous les ingrédients justement pour évoluer dans tous les aspects. Aujourd'hui, c'est peut-être le seul pays en Afrique, du moins en Afrique du Nord, à ne plus mettre de jauge dans les gradins. Quand on va en Algérie, ça se joue à huis clos. En Tunisie, c'est pareil, où il y a 5000, 6000 personnes. En Égypte, c'est pareil. Les stades ne sont pas complets. On voit que le Maroc fait cet effort-là. On voit que les joueurs en fait redonnent justement cette force que les supporters leur donnent. Aujourd'hui, le Raja, pour moi, c'est pas forcément l'équipe que je vois remporter la coupe, mais on sent quand même qu'il y a une ferveur et qu'avec le public, ça peut aller très loin. Il y a quelque chose. Et t'as aussi justement qui a pris les rênes de cette équipe, qui dans la continuité, on va dire, un de ses prédécesseurs, de Marc Wilmots ou de Lass Hadjard, qui avait fait un très bon boulot. Je pense que la fédération, elle met les ingrédients. Il y a des bonnes infrastructures, les stades sont refaits. Là, notamment, il y a celui d'Agadir qui va être le plus grand stade du Maroc. On investit en fait au Maroc. Et aujourd'hui, ça se ressent en fait au niveau résultat. Même si les joueurs, pour moi, le Raja, c'est pas forcément l'équipe que je verrai en finale. En tout cas, le Raja qui termine première. Et grosse déception des deux autres équipes, Amazulu. Après, Amazulu, il découvrait la compétition. Donc qui a été limogé d'ailleurs. C'est impressionnant. Qui était une équipe inconnue pratiquement en Afrique du Sud, qui les a ramenés à la 2e place, qualification Ligue des Champions. Et qui se fait limoger qui ont éliminé le Mazembe. Et Oroya, qui reste la plus grosse équipe de Guinée, qui en général répond toujours présente. Là, on
les a pas vus quoi, durant ce tour Entendu. qualificatif. On va passer au groupe C, le groupe de l'Espérance, Belouizdad, Étoile du Sahel et Galaxy, donc 2 équipes tunisiennes, hein, le fameux classico entre l'Espérance et Ça c'est l'Étoile. du grand n'importe quoi, hein, comme je l'avais rappelé. L'Espérance qui termine première avec 14 points. Et en parlant de public, l'Espérance qui a joué, ça devient une habitude en Tunisie, hein, devant zéro ils spectateur. sont match à huis clos dû à une suspension de la CAF, faut pas l'oublier. Donc suspendu pour cette dernière journée, suspendu pour le quart de finale. Donc ça va énormément pénaliser le club quand on sait que les supporters, c'est vraiment... surtout à l'Espérance, oui. Ouais, c'est peut-être le seul club en Afrique, du moins en Afrique du Nord, où vraiment les supporters peuvent te faire remporter gagner un match, match. te faire gagner tout simplement. Exactement. Donc ça va être compliqué. Maintenant, pour revenir au match, les 2 clubs étaient déjà qualifiés. Bon, on a un but dès la 2e minute, un peu anodin, sur un dégagement qui se transforme en but du joueur, je crois, Mrezig, du Belouizdad. C'était un match plutôt ouvert. Ça a permis surtout à l'Espérance de jouer directement dès les premières minutes. Bon, voilà, un but de Didi Walla, un but de Bougrine. L'Espérance qui s'impose. Je pense qu'il y a quand même Peut-on des juger choses le à niveau revoir. de l'Espérance sur ce match? Oui Surtout et non, que c'est après, un groupe plutôt facile pour l'Espérance. On n'a pas eu Non. Après... une confrontation non, et de puis haut même, niveau. je trouve aussi que cette compétition, cette année, je vois pas, il y a 3, 4, 5 équipes de bon niveau, mais ensuite, il n'y a pas grand-chose. Pour moi, le Belouizdad, par exemple, c'est assez faible, je trouve. C'est pas le niveau du Belouizdad de l'année dernière, qui aurait pu aller en finale. L'Étoile, on n'en parle même pas. Bon, l'Étoile qui est quand même une équipe qui est à chaque fois, c'est du renouveau, c'est-à-dire qu'on ramène des nouveaux joueurs, il n'y a pas de stabilité. On a fait ramener Roger Le Maire. Qu'est-ce que t'en penseras, l'aide de l'Étoile? L'Étoile, c'est un gâchis ces dernières années. Pour les gens qui suivent le football tunisien et le football continental, c'est que l'Étoile sportive du Sahel, ça allait en demi-finale, en finale, gagner les ligues de la CAF, etc. Là, ils sont complètement en dedans. Bon, je pense qu'ils sont dans une séquence de reconstruction. Moi, je suis d'accord avec toi, Nice, effectivement. Le fait de former des joueurs, les vendre, reformer, les vendre, on n'a pas le temps de la stabilité et de pouvoir s'organiser. Donc, bon, j'ai envie de dire, c'est une performance, entre guillemets, si on peut qualifier ça de performance normale d'arriver à la 3e place. Pour l'Espérance sportive de Tunis, moi je suis un peu plus mitigé. Alors c'est vrai qu'on a joué un stade, il n'y avait pas du public et tout, mais ils ont été très sérieusement malmenés. Ils gagnent ce match à l'expérience. Il faut rappeler qu'il y a plus de 60% de possession de balles. Alors c'est vrai, posséder le ballon, ça ne veut pas dire qu'on gagne le match, mais malmenés. À l'aller aussi malmenés, mais à l'expérience, ils s'en sortent. Alors encore une fois, ce sont des matchs de poule qui ne veulent pas forcément dire quelque chose, même si on peut en tirer certains enseignements. Moi, je dis attention à l'EST. Ouais, ils ont été dépassés dans le jeu aérien. C'était impressionnant. C'est-à-dire que chaque coup de pied arrêté, les Algérois prenaient le dessus. Maintenant, oui, c'est vrai que cette équipe, le problème, c'est qu'on l'a pas vu face à un grand club, en fait. Donc, on attend peut-être le quart de finale avec une grosse équipe. Bon, ça sera Sétif ou les Angolais. Ou les Ali. Donc on jugera, on va dire, le niveau de l'équipe de l'Espérance à ce moment-là. Mais c'est vrai que bon, pour le moment, moi je reste vraiment contenu en fait par rapport à ce que je vois. Edou, le numéro 9 ne me plaît pas forcément. Après voilà, le milieu de terrain pour moi, Charlie, Ben Ramdan, Koulibaly, c'est qui n'a pas ce qu'il fait de joué. mieux. Il n'a pas joué. Défensivement ça va, mais ça reste encore un peu friable, notamment dans le côté droit. À voir, on a hâte de voir les quarts de finale et de voir ce que ça va donner. Très bien. Un petit mot sur l'Espérance, Tarek? L'Espérance, que je trouve un peu fébrile cette année, mais après, il y a une équipe qui a été, on va dire, un peu reconstruite. Maintenant, je mets je mets le doigt plutôt sur le recrutement, quoi. Le recrutement que je trouve pas fameux depuis un moment. Après, je le disais dans les émissions d'erreurs précédentes. De casting, effectivement, que ce soit surtout au niveau de l'attaque où là on n'arrive pas à trouver un neuf depuis le grand Eneramo. Le problème, c'est quoi? Il y avait l'aventure Karim Aribi, justement, dont j'avais parlé, que je devais ramener à l'Espérance, mais après on lui a trouvé une hernie discale.
Après, on prend des Nigérians parce qu'ils claquent 28 buts dans leur championnat et au final, combien il y en a eu à l'Espérance ou en Tunisie qui ont claqué 30 ou 50 buts et qui viennent en Tunisie et qui font rien pour des questions de niveau mais aussi d'adaptation, pardon. Après aussi, on sent un président, Hamdi Medeb, qui est plus vraiment derrière le club et qui a laissé le club à la main. Il était quand même présent hier au match. Non, mais il est toujours présent. C'est son club, c'est son bébé. Il sera toujours là. Mais on le sent moins investi. On le sent moins investi, et notamment sur le recrutement. Ça fait une quinzaine d'années qu'il est déjà là, donc il y a peut-être un peu de lassitude. Voilà, et il y en a d'autres qui profitent justement pour faire des recrutements. Je ne citerai pas des noms ici, pour se remplir un peu les poches, et du coup, des fois, on a des erreurs de casting. Après, il y a le Marocain Sabir Bougrine qui a l'air quand même... Bon, c'est la seule satisfaction. C'est la seule satisfaction pour le moment. Après, il y a le Iwala qui, on va dire, est en train de confirmer petit à petit. On attend ce qu'il vaut. Après, oui, c'est vrai qu'en termes de numéro 9, c'est extrêmement moyen. C'est peut-être ce qui va faire que l'Espérance ne pourra pas remporter le titre cette année. Ah oui, tout à fait. Allez, on va terminer avec le dernier groupe, le groupe du Wydad Casablanca, Petro Atlético, El Zamalek et Sagrada. Donc, on attendait Zamalek. Bon, c'est la surprise qui termine troisième de ce groupe avec 4 points. Zamalek, ça va pas bien. Vraiment à côté de cette compétition. Zamalek, ça va pas bien depuis 2-3 ans déjà. C'est la descente aux enfers. On a l'impression que c'est du renouveau, là, encore un peu à l'image de l'Étoile. On fait revenir Patrice Carteron, on lui redonne les rênes de C'est ce que j'allais te dire, c'est du grand n'importe quoi. C'est pour te dire que ça tourne pas rond aujourd'hui aux Zamalek. Tu peux pas virer un coach qui en plus va en Arabie Saoudite, fait n'importe quoi, et tu le ramènes. C'est quand même impressionnant à croire qu'il n'y a pas d'autre coach. D'ailleurs, ils ont ramené un autre coach qui est Ferreira, je crois, qui a 68 ans, qui était déjà aux Zamalek 72 ans, qui a déjà... Voilà, on fait du réchauffé aux Zamalek. Et ils sont en train de subir les... Après, c'est quand même différent de l'Étoile, parce que le Zamalek, si vous prenez le 11, pour moi, ils ont sûrement le meilleur 11 d'Afrique. Quand on voit Ben Charki, sur le papier, Zizou, et on revient comme à ces types, le problème, il est organisationnel. Je dis pas qu'il y a des problèmes de paiement, etc., ce qui, à mon avis, n'est pas le cas à Zamalek, mais il y a des problèmes organisationnels. Et puis, faut pas oublier qu'ils sont avec le Wydad, et qu'aujourd'hui, le Wydad... est peut-être le grand favori de cette compétition. En parlant du Wydad, c'est ce que j'allais dire. Le Wydad est peut-être aujourd'hui le favori de cette compétition avec El Ali. De toute façon, quel que soit le niveau de El Ali, on est obligé de le mettre en favori. À chaque fois. Donc, le Wydad qui gagne 5 buts à 1 face à une équipe du Petro Atlético qui termine deuxième, entraînée par Walid Regragui. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe, Khaled ? Moi, c'est une équipe qui me plaît énormément. Et effectivement, moi, je les vois peut-être aller en finale. Pourquoi pas même soulever le trophée. C'est une équipe, en plus, je veux dire, elle s'est aussi effectivement reconstruite. Elle s'est renouvelée d'un point de vue tactique. Et on voit aujourd'hui les résultats. Alors, encore une fois, faut pas s'enflammer. On a vu beaucoup d'équipes sortir premières de leur groupe et puis se faire sortir sur des matchs à élimination directe. Mais il y a des certitudes dans le jeu. Et puis enfin, Zamalek, j'ai envie de dire, c'est une stérilité. On les voit sortir troisième. C'est un peu à l'image de leur attaquant tunisien, Jaziri. Exactement. Et je pense que le Wydad ne s'est vraiment pas trompé dans son casting en recrutant Regragui, qui a recruté, parce qu'il ne faut pas oublier que El Kaabi, il est parti, c'est quand même le numéro 9 du Maroc. Il y a Walid El Karti qui était le meilleur joueur de Wydad depuis ces dernières années. Ils ont ramené Guillaume Benza en prêt, qui était au stade tunisien d'ailleurs. Walid Regragui, un bon joueur. On en parlait à l'Espérance à un moment donné. Exactement, ça pouvait se faire et au final ça s'est pas fait, mais l'été dernier où il y a eu des contacts. Il y a eu Regragui au moment des discussions avec et là honnêtement de ce que j'ai vu, parce que j'ai vu un peu le match face aux Angolais, c'est quand même au niveau offensif c'est impressionnant. Malgré le départ d'El Kaabi, il y a Mbenza comme l'a dit Tarek, il y a Tsumu le Congolais. El Karti qui quand même c'est un départ quand même assez dur pour Wydad. Ils ont réussi à pallier avec le joueur El Jaredi qui joue au FUS et qui à mon avis est venu grâce aux relations qu'a Regragui avec ce club qui l'avait entraîné il y a quelques années. Il y a une profondeur de banc. Non, mais ils ont une très belle équipe, ils peuvent aller vraiment très loin. Moi, je les vois aller en finale. Après, le Wydad, c'est un peu comme l'Espérance des dernières décennies, c'est qu'ils sont souvent bien placés, ils ont du mal à la remporter. Alors là, sur ces phases, la seule équipe, je veux dire,
l'équipe à éviter reste El Ali, hein, que ce soit pour l'Espérance, le Wydad ou le Raja. Il y a faudrait même éviter. les Sundowns aussi, hein, Bon, qui sont là. Oui, ma qui est une Mélodie équipe reste compliquée à jouer quand même. Hein. très bien. Alors, juste un dernier petit mot, on va terminer par la Coupe de la Confédération. La Coupe de la Confédération, où là, on a les qualifiés. Dans le groupe A, il y avait le CSS, donc le club sportif sfaxien, qui termine 3e avec 5 points. Donc le CSS, un peu à l'image de C'était- l'Étoile du Sahel. Voilà. D'accord. C'est le Qui, Down. Mais une question, les 3e de Ligue des Champions, ils Non, vont pas non, directement non, en CAF ça ne marche pas. C'est terminé ça Non. En tout cas, D'accord. c'était pour la dommage. Coupe de la CAF, je pense que les Pyramides égyptiens sont grands favoris. Ça fait Oui. 2 ans qu'ils cherchent cette coupe-là. On a Mhm. encore le Mazembe qui est là, il y a Berkane. On va dire qu'il y a encore des gros clubs dans cette compétition. Je pense qu'à Mhm. partir du dernier carré, on aura vraiment des matchs très intéressants à voir. Simba pas qualifié, Simba Le Simba qui ont alors, je vais te dire ça été. tout de Ouais, alors suite. Simba qui Ils était étaient je crois dans le qu'ils ont groupe, été dans le qualifiés. Berkane. Simba, ouais. Parce que deuxième. Berkane Deuxième, a ouais. gagné la Égalité. SEC. Ouais. Simba, attention, Ouais. hein, c'est un club qui, je pense, dans les prochaines années, même si on le voit hein, déjà, Ouais, il monte. Hein. il monte en puissance Mm. parce qu'il faut pas oublier que c'est un milliardaire qui est à la tête Ils ont un très beau de ce stade. club-là. Bon, c'est les Pyramides pour vous, les Oui, et puis favoris vous avez de cette aussi le compétition. club d'Al Masry entraîné par Charbeni qui s'est qualifié avec le Mazembe. Donc moi je pense que c'est vraiment à partir des demi qu'on aura des affiches assez intéressantes. Entendu. Bon, on se verra plus tard. C'est quand le tirage au sort pour ces Alors compétitions c'est dans les jours à venir hein, parce que les quarts de finale vont se faire alors ou soit avant la fin de ce mois ou début du mois de mai. Donc D'accord. on n'a pas encore le tirage, on n'a pas la date je crois, mais ça va se faire dans les jours à venir. Très bien. Bah, merci d'être passé. Merci, Merci, Khaled. Merci Anis pour Merci cette pour, invitation. ton merci Tarek. éclaircissement. Merci Raïd et merci à vous Merci, tous. à Et à bientôt. bientôt. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Merci.